Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scènes de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués, en bien ou en mal. Et aujourd'hui, nous vous parlons de Die Hard 3, Une journée en enfer en français. Je rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, on va vous parler de quelques scènes choisies par nos soins. Et bien entendu, on va spoiler comme jamais. Donc on vous conseille d'avoir déjà vu le film en question avant d'écouter ce podcast. Je suis donc avec Dom. Comment vas-tu, Dom ? Coucou Chan, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu ? Super bien, merci. Et Hugo ? Yo ! Comment tu vas ? Nickel, merci. Alors donc, vous avez compris, on va parler de Die Hard 3. Est-ce que vous avez un petit truc à dire avant de parler de vos scènes ? Oui. Bah Dom, Dom, vas-y, commence. Non, moi j'avais envie de dire, pour démarrer, que Die Hard 3 fait partie de ces films que je regardais quand j'étais plus jeune en cassette VHS enregistrée par mes frères. Quand le film passait à la télé, ils se précipitaient pour chercher une cassette vierge et l'enregistrer via le magnétoscope. Et du coup, il fait partie de ces films où à chaque fois, le temps qu'ils courent, qu'ils aillent chercher la cassette, qu'ils appuient sur enregistrer, il manque toujours les 2 premières minutes du film. Donc, cette génération de films là, des années 90, je n'ai découvert les premières minutes des films que des années plus tard. Donc pour moi, tu vois, ce film, il commençait à je sais plus quelle scène, mais pas au vrai début, quoi. Voilà, j'avais envie de dire ça. C'est bon souvenir. Et toi, Hugo ? J'avoue que je me souviens pas quand est-ce que je l'ai vu la première fois. C'est pareil, moi. Tu t'arrives pas à te souvenir ? Ouais. Et par contre, je sais à quel point le premier et le deuxième aussi. Pardon. Donc le premier c'est en français c'est Une journée en enfer. Non, c'est Piège de cristal. Piège de cristal, pardon. Et le deuxième c'est 58 minutes pour vivre. Je sais qu'ils étaient dingues dans ma collection, c'était vraiment un des moments très importants dans le cinéma pour moi. Et le troisième, on s'attendait tous à un truc un peu moins bien que les 2 premiers, en tout cas que le premier. Bon. Voilà quoi. Je pense que on va en parler, mais il a monté le niveau. Mais ce film est dingue. Ouais. Pour ma part, c'est le genre de film que, comme Dom, en fait, je serais incapable de vous dire dans quel contexte, à quel moment et par quel biais je l'ai vu pour la première fois. Mais ce que je sais, c'est que je serais incapable de vous dire si j'ai vu le 3 en premier ou le 2 en premier. En fait, pour moi, on était beaucoup plus jeunes à cette époque-là, mais je crois qu'en ayant vu Die Hard 3, pour la première fois, je me suis même pas dit que c'était la suite d'un autre film. Pour moi, c'était un film à part entière. Ouais. Et c'est seulement plus tard, quand tu t'intéresses un peu au ciné, que tu te dis, mais en fait, ah oui, Die Hard 3, c'est la suite de Die Hard 2. Oui, en fait, c'est con. Mais surtout qu'il s'appelait en français, on savait même pas à ce moment-là qu'il s'appelait Die Hard. C'était Une journée en enfer, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre. Donc je pense que j'ai dû les voir complètement dans le désordre, et c'est seulement après que je me suis dit, en fait, oui, c'est le même perso et tout ça. Mais quand tu réfléchis, ils se suffisent à eux-mêmes. Hein. Quand tu regardes en fait, le 1, c'est le 1. Bien. Il y a toujours un background avec les personnages, mais il y a pas de, t'as pas besoin. Heureusement, le 1, t'imagines le 1 pour le comprendre, faut avoir vu le 3. Star Wars. Enfin voilà, nos petites anecdotes perso sur ce film. Bon, je pense qu'on a tous passé un bon moment quand même. J'ai l'impression. On a passé un plutôt bon moment. Ouais. On va passer à nos scènes choisies. Hugo, tu as choisi combien de scènes ? Alors moi j'en ai 3, pardon. 3 petites scènes, mais importantes. Et toi, Dom ? J'ai 3 scènes également, tout aussi importantes. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, je n'en ai que 5. Mais non. Ah bah si. Chan a fait un effort Oui, monumental. on a fait un effort, mais surtout torturé pour que j'en choisisse la moitié. Enfin, voilà. Tu peux dire combien t'en avais avant qu'on te dise de changer ? Non, mais sans blague, non, franchement, Non, j'en avais plutôt. 5. Non, mais si. Ok. Par contre, je me suis beaucoup limité. Bon, bravo à toi alors. Bon, pour commencer, je vais vous lire le synopsis halluciné. Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste, un certain Simon qui menace New York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un commerçant du quartier de Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui, McClane se livre à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son coup, une bombe explose. C'est la règle imposée par Simon. Tintintin. J'aime bien parce que Chan il a trop mis le ton et tout, moi j'étais à fond. Bah bien sûr. Donc nous allons commencer les scènes.
Et j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume. Laisse-moi deviner. Qui commence? Le running gag devient... Mais non. Je sais pas. Bon, c'est moi. Je suis sûr que c'est l'intro, Allez, vas-y, ta première enchaîne. scène. Direct. J'ai raison, c'est l'intro. Ma première scène est la scène d'ouverture. J'ai pas parlé du générique pour une fois. J'ai pas parlé de la bande-annonce. Donc la scène d'ouverture que j'ai appelée Une journée tranquille à Manhattan. Alors vous avez compris, c'est la scène d'ouverture. Première scène du film, on voit des plans qui succèdent de Manhattan. C'est une journée tranquille. On voit on voit des bouchons, on voit plein de voitures, des gens qui circulent. On comprend que c'est une journée classique à Manhattan. En plein après-midi, en pleine journée. T'as les yellow cabs, enfin les taxis jaunes qui te ramènent ouais, c'est ça, directement à la ville. Et tu te dis, voilà, c'est une scène d'ouverture tout à fait banale. Musique sympathique. Et là, il se passe quoi? Une énorme explosion dans un magasin avec une énorme déflagration. Déflagration, c'est ça. Qui vient troubler la quiétude. Je sais même pas comment ils ont fait cette journée. Ouais, et puis explosion physique, quoi. C'est-à-dire, pareil, un film des années, je sais pas si quelqu'un a noté la date, film des années 90, fin des années 90. Donc très peu de CGI. Donc c'est une vraie explosion. Ça a été, c'est vraiment, c'est fait avec un artificier certainement. 95. Donc 95. Donc voilà, une scène courte. Pareil. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu t'attends à une scène un peu chiante d'exposition et là, boum, une grosse explosion et le film se lance. Un film qui commence par une explosion, on adore. Mais surtout, on va pas rester 3 heures sur cette petite scène d'intro, mais on l'a jamais fait d'ailleurs. Mais ouais, c'est calme et tout, et bam. Ouais, c'est ça. Et il y a du peuple, hein. C'est filmé, il y a du peuple. T'as l'impression qu'il y a vraiment des morts, quoi. Bien fait. Exactement. Très très bonne scène d'intro. Donc voilà, vous voyez, ça a été rapide. Et on enchaîne avec qui, à votre avis? Moi, je vais aller me faire un petit café. Je reviens dans 20 minutes. Bon, alors, j'ai choisi une petite scène bien sympa que j'ai appelée Homme sandwich, un métier très risqué. Sandwich. Alors, c'est une scène qui commence dans un camion de police. John McClane a été donc appelé par ses supérieurs, parce qu'on comprend très vite que je crois qu'il avait été suspendu. Donc en fait là on l'a rappelé, le gars est en gueule de bois de ouf, il en a un peu, enfin il est désabusé, tu vois, il se demande pourquoi il est là. Donc on lui explique rapidement que le mec qui a posé la bombe ce matin a réclamé que ce soit lui, John McClane, qui fasse quelque chose. À ce moment-là, on comprend pas trop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc il a exigé que John McClane se rende dans le quartier de Harlem, quartier historiquement noir de New York, en caleçon et avec une pancarte sur lui. Et en fait, ce qui est ouf dans cette scène, c'est qu'on découvre petit à petit, on ne le sait pas tout de suite, puisque ce qu'a demandé Simon, c'est qu'on pendant très longtemps, on se dit ouais, ok, il va à poil, en caleçon avec une pancarte sur lui. Et en fait, je vous le dis tout de suite, c'est sur ce qu'il y a écrit sur la pancarte, il y a écrit I hate nigger, donc littéralement je hais les nègres. Donc j'ai quand même l'impression que c'est pas une bonne idée de se balader avec cette pancarte là en plein milieu de Harlem. Je me souviens de quand je l'ai vu la première fois, et comme tu l'as dit, on découvre plus tard ce qu'il y a écrit sur la pancarte. On le découvre très moi je pensais que déjà tard. En fait, il faut savoir un truc, c'est que dans ces années-là, plus maintenant en tout cas, pas de ma connaissance, les blancs c'était compliqué d'aller dans ce quartier. Donc en fait, moi quand j'ai vu le film avec la, sans me la raconter, mais avec la culture que j'ai de américaine, parce que j'ai pas mal vécu là-bas, tu pouvais pas aller là-bas. Et pour moi, ce challenge-là, c'était ça, c'était un blanc à Harlem. C'est ça. Et c'était déjà assez ouf. Et quand j'ai vu la pancarte, mais c'est le niveau. C'est vrai qu'on se rend pas compte de nous en tant que Français avec notre culture française, mais c'est vrai que le fait de se balader comme ça, rien que d'être blanc à cette époque-là, oui, comme tu l'as dit, de se balader en étant blanc à Harlem, ah ouais, mais à ce point-là, tout le monde enfin voilà, tu passes pas inaperçu, c'est ça le truc. Donc non, c'était dangereux. Hein. Moi, je sais que j'avais l'interdiction quand j'étais petit. Ouais.
Et en plus avec cette pancarte-là. Non mais c'est marrant parce que moi pour le coup quand j'avais découvert le film, je sais pas exactement à quel âge et tout, mais moi j'ai pas compris parce que déjà premièrement comme c'était en cassette, il y avait pas le sous-titre je pense, donc moi je savais pas ce qu'il y avait écrit. Et même s'il y avait eu le sous-titre, je pense que j'étais beaucoup trop jeune. Moi je comprenais pas cette scène quand j'étais jeune. Hein. La seule chose que je voyais, c'était un mec qui était un peu genre il est un peu tout nu dans la rue, tu vois. J'avais pas du tout compris tout le truc autour. C'est marrant nos perceptions sont différentes. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, on te l'explique très, très rapidement. On te le fait très bien comprendre parce que dans cette scène, donc, on découvre aussi le personnage de Zeus, qui est joué par Samuel L. Jackson. Et c'est par le biais de ce personnage-là qu'on te fait comprendre qu'il y a vraiment, à cette époque-là, en tout cas, de son point de vue à lui, qu'il y a vraiment une scission entre la population noire et la population blanche. Ouais. Il te le fait régulièrement comprendre avec des punchlines assez drôles d'ailleurs, parce c'est assez bien écrit. Il le fait vraiment... on comprend vraiment que ce mec-là, il est noir et qu'il aime pas, entre guillemets... Si, tu peux le dire, il aime pas les blancs. Quoi. En tout cas, il se méfie des blancs. Il a vraiment... il fait vraiment la différence. Oui. Et il leur dit sur qui il ne faut surtout pas compter, sur les blancs. Phrase. Et en fait, c'est comme ça que tu comprends que lui, il a une vraie méfiance envers les blancs. Bien sûr. Bon, après, on va pas faire un cours historique, mais bon, c'est vrai que le problème... c'est un réel problème sociétal aux États-Unis. Partout, mais oui, à ce moment-là, aux États-Unis et surtout à Harlem. Quoi. Ouais. Mais il le dit à un moment donné, il dit j'ai empêché que la mort d'un flic blanc dans Harlem. Oui, c'est pour et ça, après, il y en a 50 qui vont débarquer et ils vont tuer mes voisins. Et je me suis dit à ce moment-là aussi que, déjà, tu te mets à la place de John McClane, c'est horrible de faire ça. Mais faire ça, est-ce que ce qui est le plus horrible, ce serait pas de faire ça en gueule de bois, parce que je vous rappelle qu'il a la gueule de bois et que ça revient souvent ça dans les films, tu sais, t'as ça aussi dans Speed dont on a parlé il y a quelques temps, où t'as le flic qui doit gérer la bombe, le terroriste et tout, alors qu'il vient de se prendre une grosse caisse la veille, et je me dis oh là là, mais quel enfer, parce que moi quand je suis un petit peu en lendemain de cuite, mais voilà, je me dis de devoir courir après un terroriste, c'est vraiment le pire jour, quoi. Tu le vois d'ailleurs, il est complètement excédé. Non, mais c'est horrible. Il en a même rien à foutre à un moment donné, tellement qu'il est confiant, etc. Est-ce que vous avez un autre truc à dire sur cette scène ? Non, elle est vraiment bien faite. Non. Ouais. Elle te met bien en pression quand elle se retourne avec la pancarte. Moi j'aime bien. Alors c'est quoi Vas-y. Tu me lances. Il y a ces deux neveux qui disent papa, il y a un blanc dans le quartier. J'en ai vu d'autres. Pas celui-là. Mais c'est ça. Parce qu'il a la pancarte. Justement, d'ailleurs c'est son nom. Mais d'ailleurs c'est ça. C'est à ce moment-là seulement. Ouais. La scène elle a démarré déjà depuis au moins 4-5 minutes, tu vois, et on n'a toujours pas vu ce qu'il y a écrit sur la pancarte. On sait qu'il a une pancarte parce qu'on le voit de dos. Et c'est seulement à ce moment-là, quand les deux gamins disent oui, il y a un blanc dans la rue, et il y a un plan, pareil, ce plan, il est mortel, il y a une musique, et là vraiment il se retourne, et là, tu vois vraiment le message, et tu dis oh putain de merde. Et juste avant ça, il y a un petit moment que j'aime beaucoup, c'est vraiment quand il descend du camion de police avec sa pancarte, tu sais pas encore ce qu'il y a écrit dessus, et il croise une vieille dame, qui est trop mignonne d'ailleurs. Elle est connue en plus, je crois. Elle est connue ? J'ai l'impression, Je sais pas, mais en tout cas elle est toute petite et toute courbée, et elle le regarde vraiment avec un air de travers, et toi tu sais pas pourquoi elle le regarde comme ça, et c'est hyper intriguant. Et lui, il a un regard de qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il avait de la peine en fait. Tu sens qu'il avait de la peine. Bah oui. Mais c'est tellement. Non, mais c'est vrai que c'est horrible. C'est horrible ce qu'il a sur le ventre. Mais par contre, on n'a pas dit un truc, mais cette épreuve que le méchant, donc Simon a donné à McClane, elle est ouf. Normalement, tu t'en sors pas vivant, mais elle est ouf. Ouais. D'avoir pensé à tout ce truc-là. Ouais. Je sais pas si ça ouf, t'aurais pu juste lui mettre dans l'écriture. Tu vois, genre tu prends un otage ou il aurait pu passer plein de choses, mais là, juste ce truc-là. C'est un gage original. Le gars a réfléchi à comment le détruire. Ouais, effectivement, c'est super bien trouvé. T'as pas envie de jouer à Action ou Vérité avec lui, t'imagines ? Jacques a dit. Action. Jacques a dit. Simon a dit. Et du coup, je sais pas où est-ce que s'arrête ton commentaire sur cette scène-là. Mais s'il y avait rien d'autre, moi je voulais juste te dire que j'aimais bien, donc à la fin de cette scène, donc, on a compris que Zeus vient un petit peu à son secours. Là ils montent tous les deux dans un taxi, et j'adore le dialogue dans le taxi, parce que le premier truc que John McClane dit, c'est continue à rouler, brûle tous les feux. Pourquoi brûle tous les feux ? C'est vachement dangereux. Oui, mais c'est un flic. Taxi. Je sais, mais ça. Parce qu'il faut fuir, il est en train de se faire courser, il va crever. Il y a des mecs derrière qui lançaient des trucs, ils avaient des flingues et tout. Si. Non mais attends, c'est dangereux en ville de conduire en brûlant tous les feux. Mais t'es à New York, tu peux tuer 15 personnes en faisant ça. Et après, t'as un super dialogue entre
justement, entre Zeus et John McClane, il lui dit « Mais calme-toi, Jésus !» Et l'autre lui répond « Parle-moi comme un blanc. » Je trouve ça super marrant. Il a pas compris, il l'appelle Jésus. Mais non, mais je pense qu'il y a un parallèle. Toi, qui l'a vu en VF ou en VO? VF. La VF aussi. Oui, c'est le genre de film qu'on a découvert en VF, Ouais. donc C'est impossible autrement. Ouais. Mais pour avoir lu quelques articles sur la VO, il y a un problème d'adaptation, c'est-à-dire que il appelle pas Forcément. Jésus pour rien. Et d'ailleurs, il lui dit oui, pourquoi tu m'appelles Jésus? Je suis pas portoricain. Donc, Ouais. en étant français, on comprend pas parce qu'en fait, Jesus, c'est un prénom latino très répandu. Ah ouais. Et il lui dit ça, mais pourquoi tu m'appelles Jesus? Je suis pas portoricain. Et nous, tu vois, quand on était petits, on entendait ça, on comprend pas, donc Oui, on n'a pas comprend forcément pas les le- références. Mais voilà, en tout cas, super scène, rien à dire. T'imagines Trop bien, là trop efficace. on est à quoi? On est à 10 minutes de film, même pas. Ouais. On a déjà une pression, il y a déjà une explosion, il y a eu ça. Tu dis, oh, Ouais. ok, vous m'avez mis. Là, je suis installé dans mon fauteuil, Ouais. j'ai du popcorn et je m'éclate. Ah ouais, complètement. Alors je crois qu'on enchaîne avec une scène de Hugo, il me semble. Exactement, c'est ma première scène que j'ai appelée c'est de la super cam. Donc là, les deux sont retournés, j'allais dire Jésus, mais Zeus et John McClane sont retournés au commissariat. Et donc ça discute sur quel type de psychopathe on a affaire. Ouais. Et là, il y a un des membres de la police qui s'appelle Charlie qui débarque avec une sorte de mallette et qui dit que le fou qu'il recherche s'y connaît vraiment bien en explosifs. Et tu comprends que ce mec-là est, je pense, le démineur de l'équipe. Ouais, il est Plus ou moins. spécialiste dans l'explosif. Ouais. Exactement. Et en fait, il dit donc, ouais, le mec s'y connaît vachement bien, et il prend la mallette, il la balance. Donc on comprend qu'il y a une bombe dedans, Ouais. et il la balance genre sur le truc. Et t'as même le commissaire qui dit vas-y mollo avec la mallette là quand même, tu vois. C'est Et un lui, malade, il lui. s'en fout, il est vraiment dans... je crois que c'est un J'adore de ce mes personnages, perso. bah, évidemment John McClane tout ça, mais lui c'est un de mes personnages préférés Je parce l'adore. que j'adore comment il est. Il adore, il a une pure tête, il est trop- un peu fou, mais fou sympa. Enfin, j'adore ce perso. Tu le vois peu, mais le peu que tu le vois, il est... Ouais, il a son importance et il te marque, ce Ouais. physique tu l'as en tête là. Ouais. Et il y a tout le monde qui flippe autour de la table parce que lui il est comme un ouf, il ouvre la mallette alors que tu dis bien c'est une bombe mais il Ouais. l'ouvre pas, il l'ouvre quand même. Et en fait il nous montre, alors il nous explique un peu le mécanisme. Ouais, le mécanisme qui a une importance dans le film, c'est qu'il y a deux réservoirs, il y a un blanc et un rouge, Mhm. avec deux liquides différents. Mm. Et lui il va nous expliquer qu'en fait les deux séparément ça, il se passe rien, mais une fois qu'ils se sont mélangés, attention. Et comment il fait pour nous montrer attention? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite... Bah, d'une façon très visuelle, en tout cas. Franchement, j'aime trop ce personnage. Moi aussi, Donc, j'adore. Charlie, je l'adore. Il faut savoir qu'il est dans le commissariat, il y a du monde, etc. Ouais. Et il prend une seringue, et il prend le premier liquide un peu brutalement, le liquide blanc, Mhm. et il dépose une micro-goutte sur la table. Il prend sa chaussure et il dit séparément, et là il défonce le liquide, tout le monde flippe. Mais tu m'étonnes. Il dit ça fait rien. Et là, ensuite il dit par contre, il prend une petite trombone et il dit par contre, quand vous mélangez les deux, et là il va pas chercher le liquide rouge, il prend juste un truc qui a un peu débordé sur les contours d'une vis. Une Ouais. micro... Mais il prend une micro goutte et c'est le gros plan est hyper délicat, comment il bouge sa main, etc. Il y va tout doucement, il récolte ce petit bout. On voit vraiment en mode macro Mm. la petite goutte sur le truc. Il mélange avec ce qu'il avait mis sur la table en tout petit. Et là, il se retourne et il dit Je à son rigole, je peux collègue pas m'en empêcher. pousse-toi une seconde. Et il balance le trombone sur une chaise en plein milieu du commissariat. Et la chaise, elle explose. Mais il y a un côté super comique. Ouais. La chaise, elle part en arrière en mode Ouais. vraiment, mais explosion de ouf. Et là, on a la flic qui est à côté de lui fait mais t'es complètement malade. Oui. Alors moi, je sais pas pour vous, mais lui, il se j'ai toujours, Vous j'ai toujours trouvé, avez vu, hein j'ai toujours trouvé que la réaction de la flic, La elle est nana. un peu disproportionnée. Mais tu rigoles. Non, elle est mais pas de du- ouf. Non, mais j'ai Pas trouvé du qu'elle tout. se vénère super. Mais enfin, non, mais vous rigolez ou quoi? Bah, Il a je sais balancé un truc explosif à Mais c'est vrai. 3 cm d'elle. Et moi, ce que Oui, j'ai bah, kiffé, c'est il rigole. mais oui, tu sens que pour lui c'est un jeu. D'ailleurs, il est un peu, il est un peu écrit comme ça, qu'il est, il est un peu déconnecté. Tu vois, pour lui, c'est pas des bons, c'est Mais des, parce c'est qu'il ses est jouets. un peu geek. Enfin, il J'ai- trouve C'est un peu, ça. il fait un peu savant fou. Voilà, Ouais, tu un vois. peu ça m'en fout, ouais. Il Et est- c'est à ce moment-là qu'il dit d'ailleurs le nom de ta scène.
C'est comme ça que tu l'as appelé. Ouais, c'est de la super cam. Vous avez vu, hein, c'est de la super cam, il est trop content. Mais en fait, c'est comme s'il a trouvé son challenge dans le fun de ses bombes. C'est ça. Mais j'ai kiffé la chaise. Enfin, bref, très, 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 très drôle cette scène. Ouais, encore une fois, on est dans un film où les personnages, c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire. Je sais pas si ça se dit. Et malgré tout bien décrit. Tu le vois très peu, il a pas un nombre de lignes de dialogue de fou, mais le peu qu'il a, c'est hyper bien. J'adore. Et c'est comme ça dans quasiment tous les personnages ils ont leur petite personnalité. Exactement. Est-ce que c'est pas dans cette scène qu'on découvre le méchant pour la première fois? Alors oui, effectivement, il l'appelle le commissariat pour parler avec John McClane c'est dans cette scène où on entend on entend sa voix, au Jacques téléphone, Addy, etc. Et il a un fort accent allemand. Il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon et du coup, vous pensez qu'il est allemand? Il a un fort accent allemand, donc il est allemand. Et il les fait rentrer dans leur jeu avec lui et Zeus. Parce que Zeus, il l'envoie péter au téléphone. Ouais. Et il dit maintenant que tu t'es mis dans le truc, je te garde avec moi et tu vas jouer avec moi. Il y a un truc qui me fait rire dans cette scène. C'est un petit détail, mais à un moment donné, le chef de la police qui est au téléphone avec lui, Simon, le méchant, il lui dit « Mais vous voulez pas qu'on s'arrange? Peut-être avec de la... » L'autre, il dit quoi? Vous voulez me payer? Il dit « Bah oui, peut-être, je sais pas, pour essayer d'éviter d'avoir des bombes. » Et Simon répond avec une voix assez calme, en tout cas en VF, « L'argent ne m'intéresse absolument pas. » Il répond ça. Bref, le dialogue se termine, il raccroche. Et là, t'as un psy, enfin, c'est pas un psy, c'est une espèce de profiler avec une barbe, machin, qui analyse un petit peu le méchant. Et il dit vous voyez, l'argent ne l'intéresse pas. Le seul fait d'en parler l'a mis dans un état de fureur impressionnant. En français, c'est ça la ligne de dialogue. Mais alors, vraiment, non. Vraiment pas, quoi. C'est vrai qu'il s'est pas énervé, il est super calme. À chaque fois, cette phrase me fait rire. Tu dis, mais tu la sors d'où ta fureur impressionnante? Il a vraiment dit l'argent ne m'intéresse absolument pas. Ah ouais. Ça me fait trop rire parce que je trouve que le profiler, il est trop nul. Alors, à qui d'autre? Alors, on passe à la scène suivante et il me semble que c'est toi, Dom, qui l'a choisi celle-là. Oui, c'est moi. Scène que j'ai appelée Je n'ai pas dit Jacques Addy. Donc, mais de quoi vais-je bien parler? Bon, vous savez très bien, de toute façon, on a tous envie de parler de cette scène. C'est la scène de la cabine téléphonique, le premier gage commun entre John McClane et Zeus. Donc ils doivent se rendre tous les deux à cette cabine téléphonique à une heure précise. Déjà, la scène commence par un dialogue que je pense nous avons tous noté. T'as les flics qui sont en pas planque, mais je sais pas comment dire, en surveillance, voilà, dans leur voiture de flic à quelques rues de là. Ils surveillent avec leurs jumelles. Et t'as un des flics qui dit à son chef, chef, il y a un problème. Le chef répond « Un gros problème ?» Et le flic répond « Dans les 120 kilos à poil. » C'est une grosse... Parce que c'est une dame, un peu grosse, qui est au téléphone. Donc elle prend... Enfin, la cabine téléphonique est donc prise. Et je me dis « Putain, c'est vachement osé comme vanne. » Enfin, pas du tout. À l'époque... pour aujourd'hui, ça sonne osé et moi, je la trouve très 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 drôle. Ça pourrait être vraiment le type de truc que t'entends dans une bagnole de flic, tu vois, oui. pas pour complètement. Tu vois, c'est le truc qu'on dirait un petit peu en off, en privé. Ouais. Oui, en tout cas, moi je trouve ça très drôle, ça me fait rire. Voilà. Je l'avoue. Très bien écrit ce film. Bref, la dame raccroche. Enfin, ils font raccrocher la dame. Plutôt, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, Zeus se prend un peu pour un flic. Tu sais, t'as John McClane qui lui dit bonjour madame, police sur sa plaque. La dame, elle veut pas trop raccrocher. Elle sait pas trop, elle a pas envie qu'on l'emmerde. Et puis t'as Zeus qui prend le téléphone, qui raccroche. Il fait bon, bah ça va, maintenant on vous dit police, cassez-vous, tu vois. Et John il lui dit mais tu te calmes, t'es pas flic. Je trouve ça super drôle. Et là, la cabine téléphonique sonne. John McClane répond, c'est Simon le méchant. Et le méchant Simon dit la cabine est occupée, à qui téléphoniez-vous? John McClane il répond à SOS Zinzin. C'est trop nul. Je sais pas ce qu'il dit en anglais. En français, je sais pas, je l'ai vu qu'en français. En français c'est génial. Et là Simon, alors là évidemment il faut qu'on en parle. Il leur pose une énigme. Il leur pose une énigme que je vais pas vous dire là, parce qu'elle est compliquée à dire. Elle est très compliquée à dire, mais je pense que j'ai pas besoin de le dire parce que vous savez tous de laquelle il s'agit. Il la débite
hyper vite. Pareil, je l'ai jamais regardé en Je l'ai VO. noté, moi. Je sais pas ce que ça donne en Tu veux pas- français. tu l'as noté là? Ouais. Vas-y, tu peux nous la lire? Alors, vas-y. Ouais, il dit me rendant à Notre-Dame, je vis un homme à 7 femmes, chaque femme ayant 7 sacs, 7. Pardon, excusez-moi. C'est dur. Ouais. Chaque femme ayant 7 sacs, chaque sac contenant 7 chattes, chaque chatte ayant 7 chatons, chatte, sac et femme, combien se rendait à Notre-Dame? Là, Et déjà, il le dit super il le vite. dit d'une Et seule là, traite j'ai super bien. galéré. Et moi, j'ai le Ouais. texte devant les yeux. tu t'en es déjà pas mal sorti. Mais elle est géniale, cette là. comptine. Elle est géniale, cette Pas cette énigme. comptine, cette énigme, pardon. Je trouve que la diction du comédien de doublage à ce moment-là est oufissime. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment d'un petit point VF? Le point VF. Point VF de Chan. Tu vas nous faire un jingle, j'en suis sûr. Non, mais c'est très important ce point VF. C'est le Mais point avec VF plaisir, de mes amis. Chan. C'est la VF de Chan. Alors, je commence évidemment par Bruce Willis, interprété en français par Patrick Poivet, malheureusement décédé en 2020. Oui, c'est un truc, Malheureusement. c'est un truc qui revient assez souvent, malheureusement, que les comédiens de doublage de notre enfance disparaissent. Donc, Ah, voilà. c'est horrible. Patrick Poivet, énorme comédien de doublage, donc surtout voix officielle de Bruce Willis. Je pense qu'il n'y a pas... C'est une des voix françaises les plus marquantes. C'est-à-dire, tu Reconnaissable. l'entends, reconnaissable. Ouais. Un peu Elle comme est la voix de incroyable, Stallone, cette tu voix. vois. En fait, il a doublé sur quasiment toute sa filmographie. Qu'en fait, quand tu entends ce comédien, même, je pense, dans la vie normale, enfin, la vie normale, dans la vraie vie. D'ailleurs, il fait beaucoup de jingles, il fait beaucoup de pubs à la radio. Et quand il faisait, oui. Et quand tu l'entends, tu dis, bah oui, en fait, C'est t'entends Bruce Willis. Donc voilà. Je pense que ça lui a desservi. Parce que, voilà, énorme Pourquoi carrière. ça lui a servi? Bah parce que, comme beaucoup de comédiens de doublage qui sont très marqués un personnage, en fait, on lui propose que un seul. On lui propose Bruce Willis. Parce qu'en fait, on leur disait souvent, bah oui, mais si tu doubles quelqu'un d'autre, Je sais bah. pas. C'est arrivé, c'est fou souvent ça. Je sais pas Mais- parce que je trouve. Pardon, tu. Non, mais enfin, là, on n'oublie pas qu'un truc, c'est que Bruce Willis, il était dans son prime, c'est-à-dire qu'il était, Oui. il enchaînait, hein. Donc, Ouais. Non, mais c'est ça. Tant que le comédien tourne, bah c'est génial. Mais le problème, c'est que ça pouvait lui fermer Ouais, peut-être. je quelques vois ce portes. que tu veux dire, ouais. C'est notamment, ça a été le problème pour le doubleur de Chandler, Emmanuel Curtil. Ouais. Là, il a dit dans plusieurs interviews, il a dit à l'époque où Friends c'était à son apogée, Ouais. en fait, on le voulait plus ailleurs. Parce C'est vrai il était trop Il marqué est connoté. Chandler. C'est Il était dingue. connoté Chandler et même. Et pourtant, et- c'est Emmanuel Curtil, c'est pas Jim Carrey c'est aussi. Jim Carrey aussi. Mais bon, enfin bref, ça c'est des petits, Ok. des petits problèmes de casting de l'époque. Donc Patrick Poivet. Et, Incroyable, ce il a aussi doublé, ça a été moins marquant, mais il a doublé Tom Cruise dans ses premiers films, dans les années 80. D'accord. Notamment dans Top Gun, c'est lui. Dans, Ah, dans putain. Mission Impossible 1, c'est lui. C'est Patrick Poivet. Wow. Ah, c'est Patrick Ah, Poivet j'ai pas vu. dans Mission Impossible 1. Ouais. Si C'est drôle, ça. le jour où vous allez le revoir. Est-ce que c'est pas lui aussi qui double, qui est la voix officielle de. Zut, j'ai plus le nom de l'acteur, le comédien qui joue dans Twin Peaks. Vous voyez pas de qui je parle? Pas du tout. Ah, ok. Ah si, il joue aussi dans Mais- Desperate Housewives. Exactement. Ouais, c'est Herschel, non, Orson. Orson. Ouais. Oui, c'est lui aussi. C'est Ouais, sa il a voix- fait c'est sa beaucoup, voix il a fait officielle beaucoup de aussi. Mais c'est séries. marrant parce évidemment. que ça ne sonne pas du tout pareil. Ouais. Enfin, C'est toujours rigolo. c'est ça, c'est le talent des comédiens. Quoi. Et Ils tout à fait. arrivent à, ils transforment pas leur voix, mais ils les modulent pour. Et quand tu vois le comédien, tu as l'impression de voir un autre perso. Perso, moi j'adore aussi Samuel L. Jackson, il a une super voix française. Alors Samuel L. Jackson, Euh, Thierry Desroses. Il est connu lui? Enfin, à part Il est Samuel connu Jackson. dans. Non, Oui, il est c'est- surtout connu pour Samuel L. Jackson. Il a Ouais. fait quelques. Enfin, c'est surtout celle-là qui est marquante. Quand t'écoutes Pulp Fiction, c'est moi, Ah ouais. je le connais qu'en français. Ouais. On est sur du Ah non, très c'est très du très haut haut level. Ah ouais. Et t'as aussi même Simon. Hein, Alors, la voix de Simon. et même donc, les acolytes à côté, Charlie, le gars dont je parlais tout à Oui. l'heure, extraordinaire. Alors le comédien qui double donc Jeremy Irons, l'acteur qui joue Simon Phoenix, non c'est un autre film ça, Simon tu Gruber. viens de lancer une bombe là. Il s'appelle Bernard Tiffen, il est assez âgé, pareil immense carrière, et il a doublé, il est surtout connu pour être la voix officielle de Christopher Walken. Ah super, ok. Ah, ok, Je la d'accord. connais pas sa voix française. Et il a, je pense que vous allez le voir aussi, enfin vous allez voir l'image, il double le comédien qui s'appelle Elliot Gould, c'est le papa de Ross. En VF, c'est la voix Oui, du oui, papa oui, de oui, Ross. oui, oui, oui. Dans Ocean's Eleven Ouais. aussi, il joue, voilà. Il y a ça. J'adore cette voix. Et j'ai noté une voix
une dernière voix qui est assez forte. Je pense, et c'est marrant qu'ils aient choisi ce comédien-là parce que c'est un personnage secondaire. Ah, c'est le flic, non? C'est le flic, le commissaire qui évacue l'école. Ouais. Vous voyez, il a une veste noire. Graham Greene, son nom. Je l'ai devant les yeux. De l'acteur. Ouais. Oui, voilà, un peu asiatique. J'aime beaucoup cet acteur. Donc il est doublé par Mark Alphos, malheureusement aussi décédé. Il est décédé en 2012. Et c'est la voix de Russell Crowe. Ouais. Oh. Dans Gladiator. Ok. Super voix aussi. Et aussi la voix de Monsieur Indestructible dans Les Ah, c'est Indestructibles. Ouais. Et pour les... En fait, j'ai envie de parler de ça pour les gamers. En fait, je parle de ça parce que Dom, je sais que tu y as beaucoup joué à Elder Scrolls Oblivion. Il fait plein de voix de personnages secondaires. Ah, mais écoute, mais bien sûr. C'est heureux de vous revoir. Heureux de vous revoir. Ah, oui. Je l'ai tellement entendu celle-là. Je ne suis pas Donc, voilà. avec vous sur ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà mon petit point VF. Non mais attends, c'est intéressant parce qu'en fait, là, comme on le dit, c'est il y a un côté nostalgie évidemment de fait qu'on a grandi avec ces films-là et on avait ces voix-là, mais il y a aussi un talent qui est tellement là on vient de citer que des gens qui sont costauds dans le métier quoi. Oui. Donc il y avait vraiment ce film-là, il est blindé de talent à la fois de la réalisation, à la fois des acteurs, etc., mais aussi de la version française parce que des acteurs. Mais complètement. Et en fait, on a vraiment un truc costaud Ouais. là. Hein. Ouais. Et en plus de ça, on est bon, forcément, on peut pas tous les citer parce qu'on n'est pas un podcast sur le doublage, mais même, enfin, il y a plein d'autres voix hyper talentueuses. Hein, même les petits entre guillemets petits rôles, enfin les rôles secondaires et tout ça sont tous hyper bien doublés. Bon, ben merci Chan pour ce petit point VF. Je continue ma scène du coup. On était sur Me rendant à Notre-Dame, c'est ça? On en était là. Ouais. On était encore là. Donc, on revient à cette énigme qui est quand même qui est pas facile, mine de rien. Et en fait, ce qui me fait marrer, c'est que donc Simon leur dit voilà, résolvez l'énigme et rappelez-moi quand vous avez la réponse. Enfin, la réponse vous donnera le numéro de téléphone pour m'appeler. Et en fait, le premier truc qu'ils font, Zeus et John, c'est de s'engueuler au lieu de réfléchir. Non, ça, j'ai besoin d'en parler moi si ça te dérange pas. Vas-y. Ils s'engueulent, donc ça, la complicité des deux, enfin comment ils s'engueulent, comment ils se réparent, Ouais. les Génial. vannes et tout, elles sont. Oh là, Bah, qu'est-ce que en fait, c'est bon. c'est un buddy movie, quoi. C'est le classique des deux gars qui peuvent pas se piffrer au début. Ouais. Et tu sens que ça commence qu'au fur et à mesure, à la fin du film, ils vont être potes. Tu vois, c'est le genre. J'adore. En fait, il dit un truc que j'ai repris. J'ai repris depuis très longtemps, depuis ce film. Mhm. C'est que moi, je fais beaucoup de migraines. Et là, comme il s'appelle John McClane, il est en gueule de bois, Ouais. migraine de gueule de bois. Et il s'engueule et tout. Il se vénère. Il fait mais t'as pas écouté ce qu'il vient de dire? Il fait mais si, j'ai écouté, j'ai une putain de gueule de bois, j'ai mal jusque dans les cheveux. Et ça, c'est un truc que hyper je drôle. dis souvent parce que j'ai tout le temps mal. Je trouve ça génial, avoir mal jusqu'aux cheveux. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Mais J'aime trop. cette vanne est excellente. Bref, ils s'engueulent. Et là, je trouve que c'est la peut-être première fois dans le film où on va s'apercevoir d'un truc. En tout cas, moi, je m'en suis aperçu. Vous, peut-être aussi, je ne sais pas. C'est Zeus qui résout l'énigme en question. Et moi, je m'aperçois qu'en fait, Zeus, il est hyper fort. Et que John McClane, dans tout le film, Il est un peu bête. il est nul. Surtout avec la fontaine, après, on va en Franchement, parler. Vous allez voir que dans le Ouais. film, Zeus fait un C'est enchaînement le cerveau, de- c'est le cerveau du Mais coup. c'est le cerveau, clairement. Si Zeus n'avait pas été là, Je pense mais il y aurait eu 40 mondes qui auraient sauté. En Le fait, film il serait fini. Il à est la trop minute bourrin, 15. McClane. il est hyper Mais il se bourrin. complète Mais bien, c'est je ça, trouve. c'est ça. C'était trop bien Et là, fait. tu vois qu'en fait, Zeus, il est malin. Tu vois, il est malin. Il trouve la solution de l'énigme vraiment sur vraiment sur la fin. Il rappelle le bon numéro. Et là, t'as John qui fait ouais, bah ça va, c'était fastoche, hein, elle était vraiment nulle ton Ah ouais. énigme. C'est super drôle. Bah d'ailleurs, juste avant, au tout début, quand il l'a au téléphone la première fois, Simon il fait une petite comptine. Je sais plus ce qu'il dit, il Ouais. chantonne, et John McClane il dit très joli. Très joli. Il en a rien à foutre. C'est très drôle. Et là, il se passe quelque chose que on adore tous. Simon leur dit bah ouais, la réponse est bonne, mais vous avez 10 secondes de retard. Et là, il leur dit genre adieu. Et il raccroche. Donc la bombe va en fait, on n'a pas dit c'est qu'il y avait une bombe. Il leur dit qu'il y avait une bombe là où ils étaient. C'est vrai, je Sous l'avais la- pas sous la- précisé. sous la cabine téléphonique. Sur la poubelle de la Et cabine là- téléphonique. Et là, Qu'est-ce qui se passe, Hugo? bah ils hurlent tous dans tous les sens. Accouchez-vous, parce qu'ils sont en pleine rue. Ouais. Et ils sont par terre. Et il y a un mec qui dit bienvenue à New York. Il lui file 5 Oui, dollars. Non, parce qu'en fait, attends, ils se mettent par terre, là t'as la musique qui monte, machin, tu te dis ça va exploser, et là, rien, silence, la musique se coupe, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de bombe. Bienvenue à New York. Bienvenue à New York, Et il y a un mec qui lui file un billet. C'est trop drôle. Et ils entendent le téléphone qui était pas raccroché. Ils entendent On le rire, entend ouais. le rire de Simon C'est qui est. génial. Je n'ai pas dit
Jacques a dit, le salaud. D'ailleurs, c'est super bien trouvé parce que dans la VO, ils disent le personnage s'appelle Simon et pendant tout le film, il dit Simon Says, qui veut dire littéralement Simon dit. Jacques a dit. Et en fait, c'est aux États-Unis, c'est l'équivalent de notre Jacques a dit à nous. Ça s'appelle comme ça. Jacques a dit, c'est Simon Says. Ouais, d'accord. Du coup, bien trouvé enfin là, l'adaptation, elle est parfaite par rapport à la VF. Est-ce que ça signifie que théoriquement, ils auraient dû le faire appeler Jacques dans la version française, le méchant? Et c'est oui, Jack. Ah bah non, en français c'est Jacques. Hein. Jacques a dit. Voilà. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur cette scène, mais on va passer à la suite. Ouais. Moi j'avais fini de toute façon. Moi j'ai encore trop de trucs, mais ça va. Encore trop de trucs et ça va jusqu'à la non, fin mais du film. Elle ça est va pas parfaite, du tout. mais il faudrait Elle revoir la géniale, scène. Elle est géniale. C'est l'échange entre les deux, elle est incroyable. Alors pour la suite, on enchaîne avec une scène que tu as choisie, Hugo. Yes, parce que je suis américain. Pas du tout. Je suis vraiment tout sauf américain. Alors c'est la suite logique de cette scène dont on a parlé il y a 2 secondes. Nouvelle mission pour John et Zeus. Comment tu l'as appelée cette scène? Alors, merci de me lancer là-dessus. Je l'ai appelé... C'est pas très inventif. Je connais un raccourci. Génial. Donc là, la mission, c'est quoi? Ils sont plus ou moins au nord de New York et ils doivent traverser en fait 90 blocs, donc c'est assez conséquent, pour se retrouver vers Wall Street, donc au sud de New York. Et il leur dit, vous n'avez pas le droit en gros d'utiliser les moyens de flics, c'est-à-dire hélicoptère, police avec gyrophare, etc. Ouais, donc on comprend qu'en fait ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et en réalité, c'est pas trop faisable. C'est galère, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Et là, pour moi, c'est un moment qui marque ce film, qui est super important. C'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent un taxi jaune iconique new-yorkais. Ouais. Ils disent opération de police, ils prennent un taxi en otage, enfin ils prennent Non, pas en otage. Ils le réquisitionnent. Oui, ils réquisitionnent, pardon, merci de m'avoir corrigé. Ils réquisitionnent un taxi, et là, il commence à rouler, et il va dans le mauvais sens. Et on a donc Zeus qui dit, alors attends, j'ai été taxi dans une autre vie, enfin un peu avant, j'étais taxi, le meilleur moyen de se rendre à Wall Street, c'est de passer par là. Et en fait, John n'écoute absolument pas. Ouais. Il dit, non, tu te trompes, tu vas dans le mauvais sens, et il lui dit d'un calme absolu. Et John, il est en train de bombarder. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe par Central Park. Donc en fait, Central Park, c'est un énorme parc qui est en plein milieu de Manhattan. Mais il n'y a pas de voie pour les voitures. Si, il y en a une, mais elle est bouchée tout le temps. Ouais, là, il le dit d'ailleurs. Il y a un moment impossible à prendre. J'adore ce dialogue. Il lui dit tu prends par le parc, l'avenue du parc est toujours bouchée. Oui, l'avenue du parc. Qu'est-ce qu'il répond, John? C'est des contours en fait. C'est ce qu'il y a autour. Tu peux pas passer par le parc au milieu. À un moment donné, tu crois que t'as un pont, mais tu passes en dessous, mais tu passes pas vraiment par le parc. Après, je peux dire une bêtise, mais je ne pense pas. Et parce que c'est blindé de piétons, c'est vraiment un parc, quoi. D'ailleurs, c'est le seul parc de New York quasiment, enfin, c'est là où il y a de la verdure, quoi. Il lui dit, qui t'a dit que je prenais l'avenue? J'ai dit que je prenais par le parc. Ouais. C'est ça qui est très drôle. C'est pour ça, en fait, c'est vraiment le contour, l'avenue du parc. Et il traverse le parc par son milieu, vraiment. Et c'est le flic le plus dangereux de l'histoire. Il klaxonne, il avance, poussez-vous! Et il saute, il slalome entre les arbres, les gens, les rochers. Mais il aurait pu tuer 50 personnes. Il aurait pu tuer mais vraiment, mais cette scène, elle est absolument dingue. Et Zeus, dans la voiture. Zeus, il flippe, et l'autre, il klaxonne et tout. Et il y a un truc que j'adore, c'est vraiment tourné dans le parc. C'est pas ils ont créé un parc à côté dans des studios pour le faire et ils ont tourné à Central Park. Excellent. C'est sûrement des cascadeurs évidemment les gens, mais non c'était des vrais tétons. Hein. ils ont pas prévenu. Alors moi j'ai une petite anecdote que tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout de cette anecdote parce que personne va connaître de qui je parle. J'ai un ami qui s'appelle Phil. On parlait. En effet, je le connais pas. Tout le monde s'en fout. Mais c'est juste qu'en fait, lui, on parlait, on est fan de ce film et on parle de cinéma, etc., comme toujours. Et un jour, il me dit, regarde, et il me montre des photos qu'il a prises. Il se baladait à New York à ce moment-là, et il était à Central Park, à côté. Et il voit, il y a du monde, équipe tournage, etc. Et il était en plein cœur du tournage de Die Hard 3. Mais non. Et il a des photos de Bruce Willis qui passe devant lui avec ouf, des belles photos en plus. Génial. Et il les a gardées, il les a imprimées et tout. Et il a des photos il connaissait pas Samuel Jackson à l'époque, même s'il était connu avec Pulp Fiction, tout ça, et Jurassic Park. Et il était en plein cœur de ce tournage. Génial. Et ça m'a rendu fou. Ah, c'est dingue. Ils ont vraiment tourné à Central Park avec les bagnoles et tout. Et il y avait le câble taxi.
Et j'ai trouvé que cette scène, elle était absolument Et du coup, dingue. ton ami, à ce moment-là où il s'est rendu compte qu'il y était, lui, il était enfant ou il était déjà. Je sais pas quel âge a ton pote. Non, donc, il est plus vieux que moi, mais D'accord. non, il était adulte. Et, quel kiff. gros kiff. Et les photos sont folles parce qu'il est vraiment comme je suis en face de toi avec Bruce Willis. Génial. Et donc voilà, tout le monde s'en fiche de ces anecdotes, mais j'avais envie d'en parler. Non, mais c'est sympa. Et donc, au final, il le traverse en je sais plus combien de temps, en 1 minute 40 ou je sais pas quoi, alors qu'il aurait dû prendre normalement 3 heures, pour arriver finalement dans des embouteillages, parce que c'est très embouteillé. Et finalement, donc, ils traversent le parc très rapidement, et ils arrivent dans les embouteillages, parce que c'est tout le temps embouteillé. Ouais. Et là, ils savent pas quoi faire pour arriver à la destination, parce qu'ils ont encore un peu de chemin à faire. Et là, Zeus, il lui donne une idée à John, et pour débloquer un peu la situation, John va appeler la police et dire il y a 2 officiers qui sont à terre, qui ont été sont fait tirer dessus, pour faire venir une ambulance. Et il fait un truc que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'ai jamais osé, depuis que j'ai vu ce film évidemment. Ouais. C'est qu'en fait, l'ambulance va arriver et va débloquer le chemin. Et lui, il dit, c'est comme au football, t'attrapes le ballon et tu cours. Et il va suivre l'ambulance qui ouvre le chemin pour lui. C'est génial. Et je me suis c'est une super idée. Sur le périph' et tout, tu te dis, je crois que tu te prends une grosse amende. Ouais, si tu te fais choper, tu douilles. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et encore une fois, de qui vient l'idée ? De base. Encore une fois, ça vient de Zeus. Et là, ils arrivent donc à terme. Et t'as John qui dit, John sort de la voiture, il dit, écoute, moi je vais prendre le métro, toi tu continues à pied. Et moi je vais essayer d'arrêter le métro, la bombe dans le métro. Et il dit en gros un truc très simple, il dit si je merde, tu me couvres, si tu merdes, je te couvre. Et l'autre, il y a Zeus qui dit et si on merde tous les deux, ça sera pas la fête. C'est très drôle. Les solutions à 2 balles. Et t'as raison, c'est encore Zeus qui débloque toujours la situation. Ouais. Ouais, mais je trouve que dans le feu de l'action, on a compris que Zeus, c'est le cérébral du duo, tu vois. Mais je trouve que dans le feu de l'action, malgré son côté bourrin, il prend quand même les bonnes décisions, John McClane. Non, mais bien sûr. Tu vois, là, Zeus, il lui dit, ouais, il nous faut un camion de pompiers. Et tout de suite. Plus en mode un peu van, voilà, d'ailleurs. Et tout de suite, McClane, il réagit, il fait, bah oui, tu vois. Et d'ailleurs, à un moment, il dit, ouais, pourquoi t'as appelé l'hôpital de tel quartier et pas l'autre? Et McClane, il dit oui, mais à partir de cette limite, à partir de la 36e rue, je dis n'importe quoi, c'est plus l'hôpital truc qui dépend. Et tu vois, il réagit super vite dans l'action. C'est la dynamique du groupe, des deux. Et il y en a un qui a l'intelligence du flic et l'autre qui a l'intelligence du quartier, qui connaît la rue et un petit peu qui sait qui débrouillard. Il y en a un qui est citoyen classique, qui a pas les ficelles de la police. Tu vois, le fait de... Non, mais il est méga débrouillard. Ouais. Il est méga débrouillard. Oui, d'ailleurs, il a fait plein de métiers. Il a été taxi, électricien, serrurier. Serrurier. Bah non, maintenant, il est serrurier parce qu'il a, tu sais, on voit sa boutique au début. C'est comme ça qu'il démarre. Oui, tu sens que le gars, c'est un mec qui a baroudé, tu vois. Qui a baroudé. J'aime bien parce que juste avant qu'ils descendent de cette voiture, enfin que John descende pour prendre le métro, avant ça, t'as un plan où ça y est, ils ont réussi à choper la voiture de pompiers. Du coup, leurs collègues, les collègues flics qui les suivaient jusqu'à maintenant en voiture, ils peuvent plus les suivre parce que eux restent vraiment bloqués dans les embouteillages. Et en fait, ils sortent de leur voiture pour voir le taxi partir au loin. Et tout ce que tu vois, c'est une table de restaurant qui vole. Oui, avec la voiture. Vous voyez cette scène? Il est mortel ce plan. Tu vois juste le capot, le haut du capot de la voiture qui roule, genre qui roule sur une terrasse de café, et t'as plein d'éléments de décor. Elle est cartoonesque ce plan. Est-ce que t'avais joué, alors vraiment un petit aparté jeu vidéo, parce que vous en avez fait Oui, je sais de quoi tu vas parler, Die Hard Trilogy sur PlayStation 1. Mais bien sûr. Mais évidemment. Et t'as avancé, t'écrasais les gens, et il y avait les essuie-glaces qui nettoyaient le sang. C'était ouf. C'est affreux. Et tu klaxonnais aussi. Bien sûr. Je me dis que dans cette scène en particulier, les Américains doivent vraiment kiffer. Bon, déjà, c'est super parce que ça se passe à New York et voilà. Mais moi, j'aurais kiffé. Moi, je connais pas New York, donc forcément, quand il lui dit passe par la 9e, machin, etc. Ouais, je pense qu'en tant que New-Yorkais, tu kiffes. Ça me parle pas. Forcément, tu me fais la même chose à Paris. Il faut que tu te rendes à, qu'est-ce qu'on pourrait dire, à Porte de Pantin en partant des Champs-Élysées en 10 minutes. Bah oui, tout de suite, je me dis, mais c'est impossible. Ah, attends, mais je vais passer par, par les quais. Je te le dis vraiment plus simple. Avec Hidalgo, tu descends des Champs-Élysées, simplement, c'est plus possible. Alors, ça fait 2 fois Hidalgo dans les épisodes. Ouais, écoute, il va falloir se calmer. C'est pas assez, elle mérite plus. Non, mais je me dis juste que voilà, en tant nous, on kiffe déjà cette scène, on la trouve géniale, mais en tant qu'Américain, que New-Yorkais. Je pense surtout en tant que New-Yorkais. Non, parce que c'était une époque des années 90 où on était en kiff sur les États-Unis à ce moment-là. Oui, non, mais quand tu connais bien la géographie des lieux. Pour nous, c'était que des lieux. Bon, sauf pour toi qui a un peu vécu, qui a vécu à New York. Mais pour nous, c'était c'était que des images que tu voyais à la télé.
Donc en fait, nous, effectivement, tu dis, ouais, New York, ça nous fait rêver, mais on n'a pas toutes les petites rêves qu'un New-Yorkais qui habite là-bas pourrait avoir. Moi, ça m'a fait un peu en parallèle le même truc quand j'ai vu Mission Impossible Fallout, qui a été tourné à Paris. Tu vois, le fait de voir des trucs, des lieux que tu côtoies tous les jours, sur lesquels tu vas travailler, sur des rues sur lesquelles tu passes tous les jours, ça te fait un effet un peu plus... Enfin, un autre effet. Puis New York, ça a de la gueule, cinématographiquement parlant. Voilà pour ma scène. Vous avez quelqu'un a envie de dire un petit truc en plus sur en parler des heures, mais Alors j'enchaîne. Vas-y. Comme ça fait... Je trouve que ça fait très très longtemps que j'ai pas choisi de scène. Je crois que ça va être mon tour. Vas-y, enchaîne. Donc c'est ma scène, la prochaine. C'est une scène que j'ai intitulée « Est-ce que Jack et Annie auraient fait mieux ?» Oh là là, petite référence, ça. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai appelé comme ça. John et Zeus vont chacun de leur côté. C'est la suite de ta scène, Hugo. Pendant que Zeus va à la station de métro pour être à l'heure à la cabine téléphonique, John, lui, décide de choper le métro qui est piégé. C'est ça. Hein. Donc il y a une bombe dans le... il y a une bombe dans le bus. Quoi ? Donc nous avons affaire ici à un métro piégé avec une bombe. Ma question, les amis, est-ce que encore une fois, nous ne serions pas dans ce qu'on appelle le SCU, le Speed Cinematic Universe. J'insiste très fortement là-dessus. Et je pense que c'est un univers étendu qui va beaucoup nous poursuivre. Ah, je vous l'annonce. Tout est lié. Hein. Donc voilà. Donc vous avez compris, le bus, n'importe quoi, le métro roule à pleine balle. Il y a une bombe dans le métro. Et John réussit à grimper dedans. En marche, évidemment. Bon, oui, mais ça c'est un classique. Voilà. Dans Speed, c'est pareil. Oui, donc en fait, c'est la même scène. Il est sur le toit du métro. J'aurais bien kiffé que, en fait, ça soit le même métro que Jack et Annie. On les voit dans un autre plan. Ils vont en train de s'embrasser. Ils cherchent la même bombe. Tu sais, le malade avec sa bombe. Tu sais. Oui. Mais tu sais, dans un autre wagon. Désolé, on parle d'un autre podcast. Là. Donc, finalement, il arrive à trouver la bombe. On voit d'ailleurs que c'est le même mécanisme. Hein. Quand il ouvre la cachette de la bombe, il y a deux grosses fioles avec le liquide blanc et le liquide rouge. Il crie, voilà, poussez-vous. Et tu comprends qu'il veut prendre la bombe et l'acheter. Ne me bousculez pas. Non, mais à l'extérieur du métro. Tout le monde le bouscule. Le mec tient une bombe dans ses mains. C'est horrible. Dans un métro. Ouais, mais je la trouve cohérente. C'est-à-dire qu'il y a pas genre, il se passe des choses, quoi, tu vois. Non, mais c'est hyper angoissant. Donc ouais, la scène, elle est hyper stressante. Pendant ce temps-là, t'as Zeus qui arrive à la cabine téléphonique et est dans le métro. D'ailleurs, c'est une scène, je ne sais pas si vous avez cette référence, cette scène-là où le flic le braque, parce que donc, pour arriver à la station de métro, il a dû frauder. Ce qui fait qu'en fait, au moment où il fraude, tu as un flic qui le capte, et du coup, il le met en joue, il le pointe avec son gun. C'est pas un peu extrême, oui, comme c'est un peu extrême. Pour un ticket de métro. T'imagines des gens juste pour une fraude, des gens de la RATP. Ouais. Et le flic, il est vénère. Et à ce moment-là, t'as Simon qui appelle. Et le but, enfin l'enjeu, c'était qu'ils arrivent à la bonne heure pour pouvoir choper le coup de fil. Ouais. Donc Zeus, il est effectivement à l'heure à la cabine téléphonique. Il n'a pas le choix, il doit répondre. Il n'a pas le choix, il faut qu'il réponde. Le téléphone sonne, mais là, il se fait braquer par le flic qui lui dit tu bouges pas. Et cette scène, je ne sais pas si vous l'avez, elle a été reprise plan pour plan dans Les Indestructibles. Non. Parce que le personnage, vous voyez Les Indestructibles de Bien Pixar, t'as un personnage qui est espèce de surfeur de glace. Ouais. Et d'ailleurs qui est doublé par Samuel L. Jackson en VO, ouais. et aussi par le comédien de doublage français. C'est la même voix. Et c'est exact. Ils ont repris exactement la même scène. Il se fait braquer. Il dit je dois décrocher. Donc voilà, petit clin d'œil. C'est Frozone. Ouais, c'est ça, Frozen. C'est drôle. Frozone. Frozen.
Donc voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo qu'ils aient repris cette scène-là c'est dans, marrant, ouais. dans les J'ai envie de le Indestructibles. revoir du coup. Tu m'as lancé sur Indestructible ce soir, c'est mon Et film. d'autant qu'elle est géniale cette scène parce que t'as vraiment le flic. Tu vois que c'est un jeune flic très jeune, donc probablement peut-être que c'est sa première, enfin c'est ses débuts, donc il sait pas trop machin, il tient en son panique. flingue mais il tremble, donc et Samuel L. Jackson il a vraiment le flingue braqué sur lui. En même temps il doit répondre parce que sinon la bombe va exploser. Enfin, j'adore cette scène, je trouve il y a une tension et lui il reste hyper calme. Et il lui dit quoi qu'il arrive, je vais décrocher, je vais répondre. Et Tire-moi dessus si tu faut aussi. Ah ouais, ça, c'est bon, ça. Cette scène est ouf. Et le métro arrive. John a réussi à jeter la bombe à l'extérieur du. Si. En fait, quand le métro arrive en gare, à ce moment-là, quasiment en même temps, il jette la bombe en dehors du truc. Tu vois, il y a un plan où tu vois qu'en fait, parce qu'en fait, la bombe, pour qu'elle explose, il n'y a pas seulement le mélange, il faut qu'il y ait un détonateur. En fait, il faut qu'il y ait un truc qui active la bombe. Ouais. Et là, tu vois, il y a un plan où c'est quand le métro roule sur un espèce de petit câble électrique qui fait que la bombe explose. En arrivant. Qui arrive près de la station. Exactement. Et donc la bombe explose à ce moment-là, le train se renverse et détruit tout. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Samuel L. Jackson, il sauve le flic qui le braque. Mais parce oui. que le train arrive sur eux et il le protège. Donc tu vois que vraiment Samuel L. Jackson, c'est un bon gars. Un bon gars, ouais. Et la scène se conclut, et moi je kiffe, ça illustre bien la psychologie du personnage de John McClane. Donc le gars vient de littéralement passer à un poil de cul de la mort. Hein. Il a désamorcé une bombe. Il a flingué un truc. Ouais, c'est ça. Le métro se renverse, il a détruit tout le monde limite. Enfin, il y a forcément, pour moi, il y a forcément eu des morts. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vois dans les débris, tu vois juste John McClane qui sort. Il est mort de rire et il a son rire caractéristique. J'arrive pas à le faire, je le fais absolument très mal. Non, plus jamais ça. Pourquoi tu fais Christophe Lambert ? Christophe Lambert. Enfin bref, vous avez en tête forcément le rire de Bruce Willis. C'est génial ce moment. Et avec les câbles derrière ouais, qui font en des étincelles et tout. Mais cela dit, je tiens à dire qu'il n'y a pas eu de mort. Parce que tu dis, il y a forcément non, ils le disent après les flics. Oui, mais dans la vraie vie, il y aurait eu des morts. Dans la vraie vie, t'as 50 morts. Tu rigoles, il a détruit un quartier. Et j'aime bien, c'est que quand on est enfin à l'extérieur, on voit des gens Wall Street. Donc Wall Street, c'est le quartier de business, c'est la bourse en fait. Là où il y avait le World Trade Center aussi. Oui. Et en fait, tu les vois, ils sont à la fenêtre avec du popcorn. Oui. On regarder la scène. Oh là là, c'est fou. Oui, c'est vrai. Très américain. Tu sais, c'est vraiment genre, c'est comme du cinéma quoi. Ah, j'adore. D'ailleurs, c'est du cinéma. Ah oui, tout à fait. Est-ce que je peux dire que je trouve que l'explosion, donc t'as la rame, enfin le métro explose. Là, t'as le wagon qui fait des tournoiements dans la gare, etc. Je trouve que l'explosion est incroyablement bien faite. C'est bien, mais ils l'ont fait. Hein. Ouais, non, mais c'est hallucinant d'avoir. Enfin, tu te rends compte le dispositif qu'il faut pour faire ça, c'est hyper bien fait. C'est pas de la maquette ? Je sais pas, mais c'est tellement bien fait. Je pense que c'est de la maquette, c'est pas possible de faire ça en vrai. Non, bah oui, mais bon, ils ont fait exploser un truc quoi. Oui, tu sens que c'est de la matière quoi. Ok. Trop cool. Hugo, t'avais un autre truc à dire sur cette scène ou pas ? Non, c'est bon pour moi. Et on enchaîne maintenant avec une scène que tu as choisie d'homme, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Une scène que j'ai choisie et que j'ai appelée « Mes aïeux, il y en a qui prennent leurs pieds ». Donc, c'est vraiment une... Je pense pas que ce soit la scène à laquelle les gens pensent en premier quand tu penses à une scène marquante de Die Hard, mais moi je trouve vraiment que c'est une des meilleures scènes en termes de mise en scène et de réalisation. Je la trouve incroyable. C'est en fait tout le moment où les méchants apparaissent et se déploient dans Wall Street. Parce que en fait, le plan des méchants, c'était de faire exploser ce métro qui se trouvait donc à Wall Street pour créer un gros bordel. En parallèle, ils font croire aux flics qu'il y a une bombe dans une école, et comme il n'y a pas d'école dans ce quartier-là, tous les flics s'en vont. Donc le quartier reste sans aucune surveillance policière. Et comme il y a eu l'explosion du métro, ils en profitent pour se faire passer pour des gens des travaux urbains, je sais pas quoi. Oui, parce que la station de métro, elle n'a pas été choisie par hasard. C'est celle qui est en dessous de Wall Street. Exactement. Et donc, ça, c'était leur plan. Et à partir du moment où, ça y est, il n'y a plus de flics, ils peuvent vraiment mettre leur plan en place et se déployer. Et en fait, je trouve que là, tu as un enchaînement de petites choses, de petites mises en place qui est hyper bien faite. Déjà, tu as la première apparition de Simon, le méchant, qui est à ce moment-là. Ouais. Tu as un plan que je vais pas réussir à décrire, enfin c'est quelque chose qui c'est visuel, donc c'est difficile de décrire avec des mots, mais
Bah voilà, je trouve que le plan de révélation du visage de Simon est hyper cool. C'est assez rare d'ailleurs, parce que là on en est à quasiment 1 heure de film, je pense. On est à 50 minutes, ouais. Ouais, c'est rare que le méchant, tu le découvres qu'à la presque plus de la moitié du film, quoi. Je trouve ça super Ouais. intéressant. C'est une bonne en idée. mise en scène, ouais. Ouais. Moi, je trouve en plus que Jeremy Irons, il a une pure tête. Enfin, en plus, dans Il est ce incroyable. film, il a un look. Enfin, je trouve que c'est un méchant Bon, le casting incroyable. est fou. Hein. Donc, tu le vois lui. Tu vois l'autre méchant, la Targo, qui a moins d'importance dans le film, mais tu le vois aussi à ce moment-là. Tu vois l'arrivée des fameux camions Ben, dont on te parle un petit peu dès le début du film. C'est les camions qui vont transporter l'or, parce qu'en fait, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller braquer une banque avec toutes les réserves d'or du monde, en fait. Ils arrivent dans la... Alors, je sais plus, c'est la banque... Enfin, la banque qui braque, c'est la banque... C'est la Banque centrale de New Banque York, je centrale, crois que c'est sais comme plus, ça qu'elle je s'appelle. sais pas exactement. Enfin, c'est la plus grosse banque J'adore ce que tu me regardes pour que tu aies mon aval. Je suis pas spécialiste. Je sais pas s'ils l'ont rebaptisé pour le film, Alors, mais en moi, tout cas, quand oui, j'y c'est ai- la Banque centrale. Moi, quand j'y étais, j'avais pas de thunes, donc les banques. Et encore moins d'or, c'est ça. Encore moins de En parallèle, t'as cette petite musique mais bien sûr qu'il faut qu'on en iconique parle. militaire en fond qui est génialissime. Moi, j'ai un truc à dire là-dessus, si tu me permets. Ouais, vas-y. Ah bon, non, bah vas-y si tu veux. Alors, donc, quand on pense à Die Hard 3, c'est cette musique qui te... Moi, je la qui- chantonne de temps en temps. Hein. C'est génial. donc, je sais pas si vous l'avez tous en tête, mais pourquoi ils ont choisi cette musique? J'ai fait mes petites recherches. Ah, c'est le donc, point musique. Le point musique de Chan. La chanson, elle s'appelle When Johnny Comes Marching Home Again. C'est une chanson militaire qui est extrêmement populaire aux US, parce que c'est une chanson qui a été chantée pendant la guerre de sécession par les troupes des deux camps. Et en fait, les paroles, ça exprimait le désir du peuple de voir revenir leur famille en vie. Les soldats. Les soldats, oui, les familles qui sont parties combattre. Et pourquoi elle a été choisie pour ce film-là? Parce qu'en fait, on comprend très vite que Simon et ses sbires, c'est des soldats. Ouais. Et voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai que cette musique, elle est ouf, elle est hyper bien choisie dans ce moment-là du film, parce que tu vois que leur déploiement est justement hyper militaire. Tu vois que tout est millimétré. Exactement. C'est les flics qui s'en vont, c'est les camions Ben qui arrivent, c'est on entre dans la banque. Tu vois au moment où ils entrent dans la banque, ils sont plusieurs méchants, ils se déploient tout de suite. On a 2 qui vont à droite, 2 qui vont à gauche, un qui va tout droit. Enfin, tu vois que les mecs ont tout prévu. C'est pas des amateurs, c'est hyper bien fait. Là, moi j'adore parce que j'ai écrit, ils tuent le gentil banquier naïf parce qu'ils se font accueillir par un banquier qui a l'air manifestement un peu con, qui leur dit oh là là, bah oui, avec l'explosion du métro, tout notre système de sécurité est complètement HS. Heureusement, personne n'est au courant. Il est vraiment très complètement con. C'est le chef de la sécurité, c'est ça? Je sais pas. Ah non, bah, je- lui, il mérite de mourir. Ouais, chef de la sécurité ou le directeur de la banque, je me Ouais. souviens Ah, plus. c'est le directeur de la banque. Il est stupide. Oui, Simon- mais en fait, il est en confiance parce que le mec, il vient en costard avec des gars, il vient pour à faire fait. il a sûrement prévu le rendez-vous en disant qu'il avait beaucoup d'argent, un truc Exactement. comme ça. Donc ouais, mais oui, c'est bête de sa part. Non, mais il est complètement con. T'as Simon qui lui répond d'où Jésus, genre oh là là, mais que se passe-t-il? Ces punchlines sont exceptionnelles. Incroyable. Donc là, ils lui mettent. Enfin, je sais pas s'ils le tuent, mais en tout cas, ils lui mettent un espèce de pistolet à injection dans le cou. Enfin, je sais pas si. Je crois qu'il. Non, il le tue pas, Juste, il l'endorme. Ouais, il l'endort. Ce que tu comprends pas parce C'est qu'après. l'injection, non, je crois que c'est un taser, non? Non, il a vraiment un petit, tu sais, les pistolets Ah oui, avec une petite pardon. aiguille. Ok, petite, je me souviens pas de ça. Et tu te dis juste comme il tue après 40 personnes à la minute derrière, pourquoi ils l'ont pas tué lui? C'était étrange, bref. Là, ils commencent à faire... Ils font venir des espèces de je sais pas comment on appelle ça, des espèces de trucs pour forer qui font rentrer par... Des foreuses. Oh, des foreurs avec Bruce Willis. Armageddon. Le Armageddon vraiment dans Cinematic le Universe. Extended. Bref, ils commencent en parallèle. Donc en fait, t'as une première équipe avec Simon qui rentre par l'entrée normale de la banque et une deuxième équipe qui rentre par les tunnels, par là où il y a eu l'explosion et qui creuse le mur dans lequel il y a les coffres. Donc en fait, t'as ces deux équipes qui avancent chacune d'un côté de la salle des coffres finalement, avec toujours la musique en fond et tout machin. Et là, j'adore ce moment, mais je trouve que la tension, elle monte de plus en plus. T'as les quelques mecs de la sécurité qui se trouvent, je pense, en sous-sol juste avant l'entrée des coffres. Qui commence à comprendre qu'il y a un problème, enfin qu'il se passe quelque chose de pas normal. Il y en a un qui veut sortir, il se fait braquer direct ou il se fait même tuer direct, je sais plus, par les méchants qui sont armés.
Et là, à la fin, t'as un pauvre gars de la sécurité qui se retrouve tout seul. Il charge son flingue, son fusil à pompe qu'ils ont en réserve en cas d'attaque, justement. En parallèle, il prend son téléphone pour appeler l'étage pour dire voilà, on se fait attaquer, machin. Et là, c'est horrible. T'as un gars, un méchant, qui lui répond du calme, mon gars, t'es pas encore mort. Oh, mais c'est affreux. Le mec, il raccroche et là, il fait une tête. Il commence à tirer un peu partout parce qu'il panique. Mais c'est horrible parce que moi je me mets à la place de ce pauvre gars. T'es en sous-sol, tout seul avec un flingue. Tu sais que tu te fais attaquer arrête, tu lâches le flingue, tu mets tes mains sur la tête. Ouais, non mais c'est vrai, mais moi je trouve ça hyper flippant. C'est pas ton or, on s'en fout. Et cette scène se termine par le moment qui personnellement me terrorisait quand j'étais jeune, quand j'ai découvert ce film. Elle est glaçante cette femme. C'est affreux. Ils réussissent à ouvrir à faire un trou dans le mur avec la foreuse. T'as cette nana qui est la troisième méchante du film, qui est, comme tu dis, qui est glaçante. Je crois qu'elle parle jamais, elle parle pas une fois du film, il me semble. Mais c'est normal parce qu'on te dit qu'elle a perdu sa langue, je crois, perdu avec. J'ai loupé ça. Elle a une cicatrice dans le cou. Ah oui, c'est vrai. On te dit qu'elle s'est pris une bombe. J'ai pas relevé. Et qu'elle a perdu. Pourquoi elle parle pas cette conne? Elle peut pas parler. Ah d'accord. Pardon. Et en fait, elle rentre par le trou qu'elle a creusé. Faire un effort. Elle a à la main un espèce de, j'ai noté, d'affreux couteau recourbé, mais je sais pas si c'est une espèce de, c'est même pas un couteau, c'est une espèce de faucille. Enfin et elle tue ce pauvre agent de sécurité qui est resté tout seul, mais d'une manière, il y a le sang qui gicle dans tous les sens. Elle prend du plaisir en fait à le tuer. Ouais. Elle l'enchaîne. Horrible. D'ailleurs, elle continue à le poignarder alors qu'il est déjà mort. Et ce que Simon dit juste après, la vie, c'est quoi? Il dit quoi exactement sa ligne de dialogue? Je crois qu'il est mort. Arrête ma chère, je crois qu'il est mort. Je trouve ça j'aime bien terrorisant. Parce que son langage il est soutenu à Simon. Mais oui, il parle super bien. J'adore cette scène. Je la trouve incroyable. C'est vrai qu'il est glaçant en ce moment. Moi, je m'en souviens. Il te marque, il y a du sang qui est sur le visage et tout. Et c'est très bonne scène. Est-ce que on n'enchaînerait pas avec la prochaine scène, pardon? Ouais. Allons-y. Alors, c'est à toi, Hugo, qui a sélectionné une scène qui nous plaît beaucoup. Allez, on est parti, on l'a fait. Elle fait partie. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois on dit ça, mais c'est iconique de ce film. Encore une fois, il y a trop de trucs iconiques. Ouais. Alors, je l'ai appelé un éléphant. Ça trompe énormément. J'ai pas été très. Non, c'est très bien. Original dans ce nom de scène. Donc là, ils se retrouvent devant une fontaine dans une sorte de petit parc public, un tout petit parc. Et il y a une énorme fontaine à eau avec un éléphant en bronze ou en pierre, je sais pas. Attends, je sais pas si tu vas en parler, j'ai pas l'impression que tu vas en parler, mais encore une fois, on a l'illustration que John McClane est très nul en énigmes. Oui. Parce que pour les diriger vers la fontaine avec l'éléphant, qui est quand même énorme, il lui dit j'ai 4 pattes et je trompe mon monde. Et John McClane, il fait attends, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'autre, tu dis t'es con, c'est l'éléphant. T'es con, c'est l'éléphant. Et en plus, c'est vrai que t'as pas d'enfant. C'est ça. Oh, voilà, pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non, pas de souci. Et donc, c'est vrai que c'était juste derrière eux en énorme. Et là, je trouve que le duo, il est extraordinaire. Il se dispute absolument tout le temps et tout. Et il lui dit, bah vas-y toi. Il fait, non, vas-y toi. Va chercher la mallette qui est sur le bord près de l'éléphant. Et ils savent qu'il y a une bombe dedans, mais ils veulent pas y aller. Et Zeus, il dit, c'est toi le flic. Il veut vraiment pas y aller, tu vois. Et il y va. Et il pose la mallette près d'eux. Il dit, non, ne l'ouvre pas. Il fait non, t'inquiète pas, ça va le faire. Il ouvre. Vous venez de m'enclencher. En gros, tu viens de armer la bombe. Il fait tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas le faire. et là, donc il y a un téléphone qui sonne. Là, dans la mallette, il y a une sorte de, donc il y a une bombe évidemment, elle est de liquide. Et il y a des enfants autour. C'est important de le dire, parce que c'est un parc. Ils sont dans un parc. Ils sont pas encore dans Central Park, une branche de Central Park. Je saurais pas te dire. Vu qu'il y a quasiment qu'un seul parc. Mais bon, bref, ils sont dans un parc avec de la population autour. C'est un tout petit truc. Et j'adore ce que Zeus dit. Jette-la. Il fait non, mais non, on peut pas. Il y a des enfants. Jette-la. Et là, donc il y a la bombe avec les deux liquides et il y a une sorte de petite balance pour peser les choses. Très importante. Et derrière, près de la fontaine, il y avait 2 bidons. Et là, il se trouve avec une énigme qui est vraiment très très compliquée. Je sais pas pour vous, mais moi, elle m'est restée en tête. Même avec des potes, on rentrait de soirée et tout. Bien sûr. Quand on n'avait pas de thunes pour le taxi, on marchait et on se refaisait cette Il faut qu'on en parle. Ouais, on se refaisait cette énigme. Très compliquée. Je trouve très compliqué. On essayait de comprendre. En tout cas, ils la rendent compliquée dans le film. Ouais. C'est ça le gros problème. L'histoire, c'est quoi? Donc, il parle en galon parce qu'on est aux États-Unis. Décris-nous l'énoncé de l'énigme, Hugo.
Alors, ils ont un bidon de 5 gallons et un autre bidon de 3 gallons. Donc, juste pour info pas importante, mais un gallon, c'est à peu près 3,7 litres. Oui. Bon, après, c'est des unités. On pourrait dire litres, ce serait pareil. Voilà. Donc, ils doivent remplir un bidon de 4 gallons exactement au gramme près et le mettre sur la balance, sinon la mallette, elle explose. Oui. D'accord. J'ai pas l'énoncé. Tu l'as, toi ? Tu l'as noté ? Non, c'est ça. Non, mais moi, en fait, ça. ce qui est, pourquoi on voulait parler de cette scène, c'est qu'en fait, la résolution de l'énigme, il y a eu un problème de montage à ce moment-là, parce qu'en fait, finalement, t'as pas la solution. Ils te l'expliquent, mais ils te l'expliquent super mal. Parce qu'on comprend, à la fin, ils réussissent en effet à mettre 4 gallons sur la balance, mais ils te donnent une explication qui n'est absolument pas bonne. Je l'ai noté au mot près. Ils disent, une fois qu'ils arrivent, ils se disputent, ça galère, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je comprends pas, qu'est-ce qu'on doit faire ? Allez, jette-la, machin et tout. Il y a toute la mise en scène. Il dit, ça y est, je l'ai. J'ai essayé de l'imiter, j'ai raté. Quoi ? Tu préfères pas mourir de tout à l'heure ? Il fait, ça y est, je l'ai. Il dit, 3 gallons, l'autre de 5, tu verses 5 gallons du bidon de 5, et voilà. Bah comment ? Bah oui, comment en fait, possible ? Et du coup, moi je suis hyper frustré. Il commence en disant, là on a 2 gallons d'eau, d'accord ? Et en fait, c'est vrai, à partir du moment où tu as 2 gallons d'eau, ce que tu viens de dire, ça fonctionne, sauf qu'il t'explique à aucun moment comment il en est arrivé à 2 gallons d'eau. Ils ont eu d'avoir 2 gallons d'eau, ce qui est la clé de cette énigme en fait. Donc moi je pense qu'il y a eu un petit passage qui a été coupé. Parce que ça devait être trop long de devoir expliquer ça dans le film. C'est quand même con de pas t'expliquer la solution de l'énigme qui est pas très compliquée à expliquer. Mais en fait, moi je sais que là maintenant, tout de suite, immédiatement, je suis incapable de t'expliquer comment faire. Bah moi j'ai noté. Je me souviens que non, encore une fois, je pense à mes 2 potes Pierre et Jacques, si jamais ils entendent un jour, on sait jamais. Et on parlait, on faisait l'énigme et on réfléchissait. Non attends, là c'est comme ça, tu fais comme ça. Et on avait trouvé, on a dit, bah en fait c'est logique. D'ailleurs c'était mon pote Jacques qui avait trouvé et il m'avait dit non regarde c'est logique et il a expliqué comment il était plus mathématique que moi et effectivement c'était hyper simple mais là je l'ai pas. Mais tu as même 2 façons de résoudre cette énigme. Moi j'en ai noté une. Est-ce que tu veux en parler toi ou... Oh bah ça je l'ai noté. Explique-moi parce que j'aimerais bien. Vas-y. Alors l'explication. Accrochez-vous. C'est pas très compliqué. On remplit complètement la bouteille de 5 gallons. Ok ? Ensuite, on verse le contenu de la bouteille de 5 gallons dans la bouteille de 3 gallons à ras-bord. Donc on a 3 et donc 2. on a exactement, d'un côté, on a 2 gallons dans la bouteille de 5 et 3 gallons dans la bouteille de 3. Ouais. Ça va ? Ensuite, on vide la bouteille de 3 complètement et on verse les 2 gallons qui restent dans la bouteille de 5 dans la bouteille de 3. Ok. C'est bon ? On transvase. On transvase, exactement. Ensuite, on re-remplit la bouteille de 5 à ras-bord. Ça va ? Ouais. Et enfin, avec la bouteille de 5, on complète la bouteille de 3 dans laquelle il y a actuellement 2 gallons. Ce qui veut dire... Ah bah il nous reste 4. Ça veut dire qu'on retire exactement 1 gallon de la bouteille de 5. Ouais, bah et on obtient donc 4 gallons. Bah, je le savais en fait. Je couperai ça au Oui, montage. je Je vais couper ça au montage, je me sens très con. Ah bah oui, c'est hyper con. Mais il l'explique extrêmement mal. Il s'embrouille et c'est... Ben voilà, 3 gallons, l'autre 5, tu verses 5 gallons du bidon de 5 et voilà, tu verses 5 gallons du bidon de 5. Ouais. Merci, au revoir, next. Mais néanmoins, cette scène, elle te reste en tête. Ouais. Cette scène... Et d'ailleurs, quand il verse, il fait mais attention, n'en verse pas à côté. Il en verse vraiment à côté. À mon avis, ils n'avaient pas d'autres scènes où ils n'avaient pas d'autres prises et ils n'avaient pas le temps de filmer autre chose, mais il a vraiment versé un peu à côté, alors que c'était au gramme près. Mais si ça se trouve, en fait, Simon, il s'est juste foutu de leur gueule, il avait juste besoin de poser un truc dessus. C'est possible. Et en fait, le coup des 4 gallons, il s'en fout complètement. D'ailleurs, je pense que c'est le cas. Au vu de ce que tu découvres du personnage après, tu te dis qu'en effet, son but n'était pas du tout de faire exploser cette bombe dans ce parc avec plein d'enfants autour. Et j'imagine même que c'était même pas une vraie bombe. Tu comprends d'ailleurs que après que Simon, il le dit, c'est des soldats. Ils sont pas là pour tuer des innocents, même s'ils en butent quelques-uns quand même. Mais je pense qu'en fait, cette bombe, elle est bidon. Ah, c'est intéressant. Mais... bidon. Après, il la passe à des flics, enfin les faux flics des gars. Oui, ils veulent pas la laisser. Ils veulent pas la laisser justement. Ils disent non, un enfant pourrait jouer avec. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, t'as peut-être raison sur le côté posé, ça va rien changer le poids. C'est juste pour faire diversion. D'ailleurs, en fait, c'est son plan. Ouais, c'est gagner du temps. En tout cas, je trouve que cette scène, elle est iconique, elle est géniale. Le duo des deux, là, on est au summum d'embrouille, etc. J'ai noté un dialogue que je trouve. En fait, c'est même pas tant le dialogue en soi, c'est
le ton, c'est le doublage, encore une fois. Donc ça rend certainement très très bien aussi en VO, mais je trouve que le doublage français est génial. Donc il s'engueule. T'as John McClane qui lui dit, je sais pas quoi, sale, et l'autre l'autre lui coupe la parole, Samuel L. Jackson, et il lui dit, t'allais dire sale nègre, c'est ça? En VF, il dit ça. John McClane lui répond, non, j'allais dire sale con. Et John McClane lui répond non mais en fait je crois que le problème c'est que tu ne m'aimes pas parce que tu es raciste. et Samuel L. Jackson répond moi genre vraiment d'un air offusqué, et ce moi je le trouve, moi à chaque fois ça me fait éclater de rire. Mais le doublage, mais ce bijou de doublage de ce moment là, de ce petit moment d'engueulade que je trouve vraiment mais drôlissime quoi. Cette scène est super. En tout cas c'était ma dernière pour cet épisode. Oh, du coup, tu t'en vas, tu nous laisses. Tu me laisses toute seule avec Chan, il a encore 15 scènes. C'est vrai que ça devient long. Ah bah d'ailleurs, tiens. Ah bah d'ailleurs. Ce serait pas à toi. Ce reste pas à moi. Étonnant. Juste avant ma scène, je voudrais faire un petit aparté. Donc, ils ont réussi à désamorcer la bombe. Je croyais que t'allais dire un truc, je vends une Ford Fiesta, tu sais. Et ils décident de prendre la manette avec eux pour la remettre à des flics. Oui, je l'ai dit, des faux flics. Des faux flics. En fait, c'est des gars de Simon qui sont déguisés en flics. Mhm. Et donc, Zeus prend la mallette pour la remettre aux flics. Et ils la remettent à un flic. Et est-ce que vous savez qui est l'acteur qui joue ce flic ? Pas du tout. Alors moi je le sais parce que tu me l'as dit hier. Dom elle le sait parce que je lui ai dit hier. Mais regarde, là Hugo, tu l'as en face de toi là. Ouais. Tu l'as sur ton ordi. C'est ouf parce que... Est-ce qu'il ne te dit pas quelque chose ? Il te dit rien ? Il me dit quelque chose, mais j'ai l'impression... franchement, c'est moi-même... une série américaine, je crois que vous connaissez, c'est Frasier, un truc comme ça. Non, mais encore plus connu. Quand j'ai découvert ce film, je l'ai vu 10 fois, 100 fois. Et quand j'ai vu qui était l'acteur qui joue ce gars-là, j'ai fait mais non, c'est pas possible. Et en fait, une fois que t'as le nom, c'est évident. C'est David Harbour, c'est le mec qui joue dans Stranger Things. C'est le flic. C'est le flic de Stranger Things. Wow. C'est pas ouf, franchement. Incroyable. Oh, j'adore, merci. Trop bien. Et donc, il est hyper jeune, forcément, là, dans Die Hard 3. Mais c'est trop drôle mais pour moi, si j'avais jamais eu l'info, pour moi, ce gars, ces deux personnes sont deux personnes différentes. Ouais, surtout qu'il a vraiment un côté allemand et tout. Donc voilà, c'est David Harbour. Tu le sais, tu te dis bah oui, en fait, oui, c'est lui. C'est lui un peu plus jeune et plus mec surtout. Un peu plus mince, ouais. Mais très bon acteur, moi, j'adore cet acteur. Très bon acteur. Ouais. Voilà ma petite aparté. Alors j'enchaîne avec ma scène. Oui, parce que ça c'était même pas sa scène, ça c'était son aparté. Parce que Chan a des scènes et des apartés. Il a aussi des points VF, des points musique. Vas-y. Ma scène est la suivante. Je l'ai appelée quels étaient les numéros du loto. Donc pendant que Zeus donne la mallette aux flics, John McClane décide d'entrer dans la banque pour voir ce qui se passe. J'aime bien, j'ai juste un plan qui me fait rire, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est d'accord, John McClane à ce stade du film, il est dégueulasse. Tout sale. Il saigne parce qu'il est plein de boue, il est vraiment immonde. Sa chemise, d'ailleurs c'est un trope de Die Hard, c'est qu'il a toujours un débardeur blanc mais qui reste jamais blanc. C'est-à-dire qu'il est toujours marron au bout d'un moment. Ouais. Donc là il a de la terre, il est dégueulasse, il est en sang parce que le métro a explosé et tout. Mais franchement il est tout déchiré. Enfin, ses vêtements ils sont en lambeaux. Il y a juste un petit plan furtif. Quand il rentre dans la banque, il prend le temps de reboutonner sa chemise. Je m'en souviens. Il est dégueulasse. La chemise elle est dégueulasse. Donc il rentre dans la banque qui est forcément qui est occupée que par des méchants à ce moment-là. Il sent qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est l'instant de flic ça. Voilà, il s'annonce en tant que flic, donc il monte sa plaque, il dit voilà, je voudrais, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais je veux examiner les lieux. Ah oui, mais parce que est-ce que je suis bien sûr. D'être pour un petit truc parce que tu viens de dire, il sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se trame ? C'est parce qu'il a compris un peu plus tôt dans le film que potentiellement le plan des méchants, c'était
de braquer une banque. Dévaliser Et en la fait, banque. Ce qui me fait juste rire, et je t'ai coupé pour dire ça, c'est encore une fois une preuve que McClane, il est pas si bon que ça. Qui est-ce qui résout cette énigme que, en fait, ce serait facile de braquer une banque aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de flics? C'est encore Zeus. Non, c'est un gamin. C'est un gamin. McClane, il est débile. C'est le petit voleur de chocolat. Mais oui, c'est vrai, Ah oui, c'est vrai. on voit deux gamins à vélo. D'ailleurs, moi j'adore ce gamin parce qu'il est ultra vulgaire. Quand John McClane le chope, il lui dit littéralement laisse-moi tranquille, la putain de ta race. Et ce que j'aime bien, c'est lui qui lui fait comprendre, c'est bon, on pourrait braquer une banque aujourd'hui, ce serait facile. Et là, John, il fait il est vraiment nul. Pardon de t'avoir coupé pour Non, mais ça, si, mais fallait le dire. me faisait rire. Fallait le dire, Excuse-moi. ça valait le coup. Et là, il y a un truc. Il regarde. Un des méchants avait pris le badge d'un des flics. Exactement. qu'il a Là, tué, ils rentrent, et lui, ils le reconnaît font, le entrer chiffre. dans l'ascenseur pour Ouais. descendre dans le coffre. Et donc, en fait, on l'a pas dit, mais un des coéquipiers de John McClane s'était fait buter avant, et le méchant a pris sa plaque pour se faire passer pour lui. Donc, McClane le voit quand ils sont dans l'ascenseur. Et là, cette scène est juste ouf parce que, encore une fois, c'est une mise en scène hyper bien trouvée parce que donc on est dans une cage d'ascenseur, c'est-à-dire que C'est hyper exigu. je crois qu'ils sont en plus de McClane, ils sont 5 ou 6. Ouais, Donc il en fait l'entoure. McClane, Alors, il est peut-être pas tout 5 ou 6, mais... il y en a, je crois qu'il y en a un dans chaque coin et un derrière lui. Donc en fait ils Donc ça sont- fait 3. Bah non, Ah non, dans chaque... Ah oui, chaque coin. pardon. Ah ok, peut-être. Fais-moi passer pour un con. Non, mais là, c'est moi. Dans chaque coin. Oui, ça Oh, fait tu 3, le fais bien tout seul. ça fait 5. Donc McClane, il est littéralement au centre de l'ascenseur. Il est vraiment encerclé par tous les méchants. Donc au moment où il découvre que son pote, que le mec, un des méchants, a la plaque de son pote, il se dit Il a compris, quoi. il a compris qu'il était un peu dans la merde et il fait un move à la John McClane. Il commence à détendre l'atmosphère en racontant un truc. Il dit c'est quoi le numéro du loto qui sont sortis hier soir? Vous savez, ma femme elle joue toujours le truc. Regardez, je les ai dans ma poche, j'ai mon ticket dans ma poche. Donc il met sa main dans sa poche pour faire genre il prend le ticket de loto, et là en fait il tire à travers sa veste et là il bute les 5 gars. Je sais pas comment il fait honnêtement, mais il y arrive. Ouais. Et ça se finit par une balle dans la tête d'un des méchants qui explose littéralement. Il y a toute une giclée de sang qui arrive sur le C'est visage à 20 cm de lui, de quoi. McClane. Puis là, normalement, il est censé être sourd, parce que les tirs de balles dans un petit espace comme Donc ça. Donc un très 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 bon move de John McClane qui te montre que c'est un super flic, quoi. Ouais, Voilà. vraiment Bien kiffant. super scène, Très bonne intense et bien faite. Et j'ai noté un petit truc dont je me suis rendu compte seulement là à ce visionnage, le visionnage que j'ai fait cette semaine, que j'ai trouvé extrêmement intelligent en termes d'écriture. En fait, je sais pas pour vous, moi, cette histoire du badge avec le numéro, là, où il reconnaît, c'est le badge de son pote, machin, je trouve que c'est pas forcément facile de comprendre ce truc-là, parce que le numéro de badge de son ami, la 6991, je l'ai noté, on te le dit au tout début du film. En fait, alors je sais pas que t'allais revenir dessus, mais c'est parce qu'ils disent qu'ils jouent tous leur numéro de badge au loto. Je sais. Ah, pardon. En fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que il te parle de ce numéro de badge, et il te parle de ce numéro de badge parce qu'il parle des numéros de loto. Et en fait, pour refaire le lien, parce que je pense que si on s'était contenté de juste, il regarde le numéro du badge et là il comprend et il bute tout le monde, je pense qu'on se serait peut-être dit, attends, c'était quoi le truc? Parce que tu te rappelles pas, toi, du numéro de badge qu'on t'a dit à 1 heure de film. Et là où je trouve qu'en termes d'écriture, c'est hyper intelligent, c'est qu'on te refait le lien avec cette histoire de numéro de badge en te reparlant du loto. Ne serait-ce pas un fusil de Tchekhov? Ouais, mais je trouve que c'est très Et surtout, c'est malin. il disait au début, quand il parlait de ça, quand il te montre le badge, etc., il disait que tous les flics jouent leur numéro de badge. Ouais. Et là, quand il est dans l'ascenseur, il fait: vous avez pas joué? Tout le monde dit bah non. Donc il sait qu'il y a un truc qui va pas. Alors c'est tout pour cette scène, et on va enchaîner avec la dernière scène qu'on a choisie, et c'est toi, Dom, qui l'a sélectionnée, celle-là. Ouais, tout à fait. Alors, la dernière scène dont moi j'avais envie de vous parler, c'est une scène que j'ai appelée « Sans péril, pas de gloire ». C'est la scène de l'évacuation de l'école, parce que donc les méchants ont posé une bombe dans une école, on a réussi à déterminer de quelle école il s'agissait. Il s'agit de l'école dans laquelle le personnage de Joss a ses 2 neveux. Et en fait, j'aime beaucoup ce moment où ils évacuent l'école. En fait, théoriquement, ils n'ont pas le droit de faire sortir les enfants, c'est les instructions du méchant, sinon la bombe explose. Donc, t'as notre fameux personnage Charlie, dont tu parlais au début, Hugo, Je l'aime tellement. Le démineur. le démineur,
qui essaye de désamorcer cette bombe qui est gigantesque. Pour le coup, elle est cachée dans un frigo. Toi, t'as vu, par exemple, on a vu la petite bombe qui a fait exploser le métro, mais qui faisait 10 fois moins en termes de taille. Celle-là, elle est 10 fois plus grosse. Tu te dis, c'est dans une école, c'est horrible, t'as plein d'enfants, t'as 500 enfants. Donc lui, il essaie de désamorcer d'une part, et d'autre part, comme il n'y a plus beaucoup de temps, le minuteur de la bombe est arrivé à, 5 minutes, ils se disent, bon bah là on n'a plus le choix, il faut qu'on fasse évacuer les enfants, donc ils prennent le risque, ils font évacuer tous les enfants de l'école, et là évidemment, t'as 4 petits garnements là qui ont décidé d'aller se planquer dans un étage, parce que, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au poker. Non, attention, Non, au strip poker. Ah, il joue au strip poker. Ouais. c'est vrai? Ouais. Bon, en tout cas, c'est trop En tout cas, c'est ce mignon. qu'il dit en français, je crois. Ah, c'est vrai? Ouais. J'avais pas tilté. Donc ça, il y a tous les enfants de l'école ont été évacués. Il reste que le démineur dans l'école. Et là, on se rend compte par la fenêtre. Là, regardez, à l'étage, il reste 2-3 enfants, machin. J'adore parce que là, tu as le personnage de une des flics, donc la flic blonde, et son collègue, c'est celui qui a la voix de Russell Crowe, dont tu parlais tout à l'heure, Chan. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Il reste plus que 2 minutes, sinon la bombe va exploser. Ils décident de courir et d'aller chercher ces 3 ou 4 gamins qui sont restés bloqués. Bah déjà, je sais pas, moi je trouve ça... c'est là que tu vois que c'est des bons flics, ils se posent même pas la question, ils y vont, ils se disent on va aller sauver les enfants alors qu'on va probablement mourir. Quand le démineur apprend ça, il était sur le point de partir en disant j'arriverai jamais à la désamorcer. Il dit non, je vais rester, tant pis, je vais quand même tenter de désamorcer la bombe. Et en fait, t'as pendant ce moment du film un montage alterné que je trouve incroyable entre t'as John et Zeus d'un côté, qui sont en train de pourchasser les méchants dans le bateau, parce que les méchants se sont retrouvés dans un bateau. T'as le démineur qui essaie de désamorcer la bombe, il transpire, il a les mains qui tremblent, etc. machin, et t'as les 2 flics qui courent pour essayer d'aller sauver les enfants. Ils défoncent la porte parce que tout est fermé à clé. C'est un peu le climax du film à ce moment-là. C'est vraiment la tension, elle est à son comble. Je trouve que c'est un très beau moment. Ils se retrouvent, les 2 flics, avec les enfants sur le toit de l'école parce qu'ils n'ont pas réussi, j'ai pas trop compris pourquoi, mais à ressortir par le rez-de-chaussée. Et tu vois la nana qui se blottit dans un coin avec les enfants dans ses bras parce que là ils se disent non mais là ça y est, en fait on va tous mourir. Et le démineur qui choisit de rester au péril de sa vie, mais moi je trouve ça beau. Moi ça me fout des frissons. J'adore cette scène. Et en plus le truc est désamorcé d'un coup. Parce qu'au moment où la bombe arrive à 0, en fait, tu t'aperçois que c'était pas une bombe. Et à ce même moment, tu vois la vraie bombe qui est restée avec les méchants sur le bateau. C'est ça. Et je trouve que c'est vrai, parce que moi, j'avais l'impression que c'était très brouillon. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Simon, en parallèle, quand McClane il a compris que la bombe n'était pas dans l'école, ils sont face à face à ce moment-là. Ils ont trouvé. Et Simon, il dit nous ne sommes pas des monstres, nous sommes des soldats. Et McClane n'est pas en train de se marrer aussi encore? Si, encore. Si, parce qu'il se dit putain, en fait, je suis trop con, quoi. C'était évident. Et en fait, j'aimerais juste. Enfin, je tire vraiment mon chapeau à l'équipe de montage sur cette scène en particulier. Je trouve le montage, le rythme incroyable sur cette scène. Voilà. La raison pour laquelle si je me trompe pas, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas redescendre comme tout le monde, c'est qu'en fait il y avait le gardien qui était venu dans toutes les salles, il les a fermés à clé pour pas qu'il y ait d'autres. Je sais pas pourquoi il a fermé à clé, mais il est venu vérifier qu'il n'y avait pas d'enfants, il a fermé à clé. Ouais, mais il la défonce la porte, le flic. Non, mais après. les autres portes. Oui, mais toutes eux, les ils sont portes bien du montés. Pourquoi Les flics. Ils sont partis. En fait, ils partent du trottoir. Le gardien leur lance les clés. Ils prennent les clés, ils courent jusqu'à cette salle de classe. En fait, je crois qu'ils ont. Enfin, j'ai pas trouvé ça. En fait, ça m'a jamais interloqué pourquoi ils sont passés par la porte d'entrée. Peut-être parce qu'ils voulaient éviter la bombe qui était au sous-sol. Ils voulaient plus s'éloigner en montant. Mais bon, c'est stupide parce que la bombe est tellement puissante. Moi, je pense qu'ils se sont juste dit on n'a pas le temps de refaire le chemin. En 1 minute, on n'y arrivera pas ou 30 secondes. Mais c'est pas important. C'est très important. C'est pas important. Mais cette scène, je la trouve. J'ai vraiment l'impression qu'on a aimé ce film. Tu crois? Je sais pas. Pas trop. Est-ce que je peux vous demander, dans les 3 Die Hard, quel est votre ordre de préférence? Je dis les 3 parce que... C'est très très dur. Moi c'est facile. Moi, Die Hard 3, Die Hard 1 et Die Hard 2. Ouais, moi pas comme toi. Pareil. Moi j'aurais peut-être dit 1, 3 et 2. Mais parce que le 1 il lance le truc et je sais que... Il y a un truc avec le 1 un peu affectif, mais c'est vrai que niveau mise en scène, niveau réalisation, je pense que le 3 est un petit peu au-dessus. Mais c'est ce qui est ouf, c'est que là pour le 3 ils ont fait un choix hyper radical par rapport aux 2 premiers. Tu vois, le 1 c'est presque un huis clos, entre guillemets, avec des gros guillemets, le huis clos, parce que c'est que dans un seul lieu, c'est que dans une tour. Ouais. Le deuxième, ils étendent un petit peu le truc, ça se passe que dans un aéroport. Ouais, et là les mecs non mais là ça se passe que à New York. Est-ce que le huis clos ce serait pas New York? Est-ce que la ville serait pas un des personnages du film? Ce qui est drôle, déteste les gens qui disent ça. J'adore ça. Ce qui est drôle, tu l'as dit la dernière fois pour le bus.
rapide. Fin du game pour moi, merci, au revoir, c'était tout. Merci d'être resté sur Radio Culture. Non, qu'est-ce que je voulais dire c'est marrant parce que vous n'avez pas dit, parce qu'il y a un Die Hard 4, il y a un Die Hard 5. Si, je viens de dire, j'ai dit 3 parce Comment que... ça voilà. De quoi? Je sais pas. Comment? Non, je sais pas de quoi tu parles. Moi, je crois que j'ai pas vu le... C'est l'Extended Universe. Ah, mais je non, crois mais que c'est ça une n'existe pas. Je crois que c'est vraiment une Il y a beaucoup de catastrophe, films comme ça où. Mais c'est Enfin, récent. beaucoup de sagas ils où il sont faut récents, arrêter. Moi, j'ai vu que le 4, qui est vraiment pas terrible. Je crois que le 5, c'est une catastrophe. Il y en a un sixième, Non, dans mais les je les 5. ai vus aussi, hein, mais c'est. Ah, je les ai vus parce que c'est McLean, mais c'est vraiment. Ouais, non. Chan, il les a vus parce qu'il regarde, il regarde toutes les merdes. Ouais. On fait voir que de la merde au cinéma. Bah voilà, les amis, on a fait toutes les scènes qu'on a tous choisies. C'est très difficile. Vous avez compris que c'était très difficile pour moi de me limiter à certaines scènes parce que j'ai tellement envie de parler de plein d'autres trucs. Mais bon, voilà. Sinon, on aurait fait un podcast de 6 heures. Alors, pour finir, est-ce que vous avez, si vous deviez changer un élément du film, qu'est-ce que vous auriez aimé changer? Il y a un truc que je capte jamais. J'arrive pas à comprendre comment ça a été foutu. On n'en a pas du tout parlé. Je pense que c'est aussi une raison logique. Parce que c'est pas clair. C'est à un moment donné, Zeus se retrouve dans un stade de baseball. Ouais. Et je trouve qu'on comprend pas trop comment il arrive là. Alors, je pense que Dom a la réponse. Ouais. Je crois que c'est au moment de la scène de l'éléphant avec la bombe. Ouais. Dans la mallette, il y a tout le monde, c'est assez furtif, mais Bon, il y a une enveloppe avec, en fait, il y a 2 tickets Ouais. de Yankee Stadium. Exactement, avec les places où ils doivent se rendre. Et en fait, le but du méchant à ce moment-là, c'est que McLean et Zeus se rendent tous les deux Qui se fassent tuer. et qu'ils se fassent, ils comptaient les buter à cet endroit-là. Mais si, on le voit bien. C'est même pas furtif. Hein. On le voit bien. Je te jure que vraiment, j'ai pas, ça marque pas dans ma tête ce truc-là. Et c'est ça que je trouve un peu. En fait, il se passe tellement de choses dans ce film que parfois, oui, ça peut être un peu brouillon, notamment l'énigme de La Fontaine. Là, il y a un vrai problème de montage. Et pas je de pense La que t'as Fontaine, absolument raison. Ils ont l'écrivain. coupé une partie. De quoi? Oh putain la vache. Je préfère mon truc sur le bus. Et toi, Dame? Si je devais changer un truc, bon, déjà il y a ce petit truc dont on a déjà parlé le galon là, enfin l'énigme où je trouve qu'il y a un petit souci là-dessus. Alors moi il y a un autre truc, vous allez peut-être d'ailleurs me contredire et m'expliquer, enfin je vais peut-être avoir tort. Il y a toujours un truc qui m'a un petit peu irrité dans le film, c'est quand ils doivent tous les deux, donc c'est après la première scène de la cabine téléphonique, ils doivent se rendre à la station de métro, machin, et y être tous les deux à la même heure. Au début, ils sont dans le taxi, et puis après, John finit par sortir du taxi, dit moi je vais par le métro, toi tu restes par le taxi, et on se retrouve tous les deux là-bas. Comment il s'appelle, Zeus y arrive, il est à l'heure, Ouais. mais John ne l'est pas puisqu'il est dans le métro. Ouais. Et ils disent un tout petit peu plus tard dans le film, de toute façon, combien il y avait de chances pour qu'on soit tous les deux à l'heure? Et Zeus répond, aucune. Ben si John était resté dans le taxi, ils seraient arrivés tous les deux à l'heure. Et ça m'a toujours gonflé quand ils disent ce dialogue. Non, parce qu'ils étaient encore bloqués dans les embouteillages. Et ils étaient encore bloqués et il y avait peu de chances qu'il a dit, en gros, moi je vais essayer de désamorcer la bombe au cas où, en fait. Oui, mais Oui, j'ai compris. en vrai, quand ils lui disent plus tard, il y avait combien de chances pour qu'on arrive à l'heure? 0. Mais c'est faux. Puisque Ils ont fait un raccourci de ouf avec le... Oui, t'as raison. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai trouvé que c'était exactement la même remarque qu'on s'était faite dans Speed. John dit, mais de toute façon, il l'aurait fait péter de toute façon, il voulait que ça pète. Et ça, c'est tout à fait vrai. La bombe aurait pété de toute façon. Mais là, c'est pareil, tu te dis, mais comment il pouvait le savoir à ce moment-là, au moment où il le dit? Voilà, ça, c'est le petit truc que je changerais. C'est pas bien méchant. Et toi, Chad? Alors moi, j'ai rien de... Enfin, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver un point que je changerais. Donc en fait, j'ai plutôt choisi un autre truc, c'est que moi, je suis hyper frustré de ne plus revoir ce duo de John McClane et Zeus. En fait, il fonctionne tellement bien que quand ils ont annoncé, on va en reparler, mais quand ils ont annoncé une suite plusieurs années après, Die Hard 4, moi, j'avais qu'une seule envie, c'est de retrouver ce duo. Il fonctionne tellement bien, c'est un des buddy movies les plus efficaces du cinéma d'action, qu'à la fin, quand ça s'arrête, en plus, c'est vachement bien fait, parce qu'à la fin, tu vois qu'ils sont devenus potes. Alors qu'au début, ils pouvaient pas se piffrer, ils n'ont pas arrêté de s'embrouiller pendant tout le film. Et à la fin, tu sens que Zeus, il kiffe McClane. Ouais. Et le fait que ça s'arrête comme ça, moi, j'ai qu'une seule envie, et c'est là où le film est excellent, c'est que ça a fonctionné sur moi. J'ai eu qu'une seule envie, c'est de revoir ce duo pas dans un autre film, mais dans un autre Die Hard. Bah, c'est pour ça que c'est bien qu'il ne l'ait pas fait. Et voilà, donc c'est pas un truc que je changerais, mais c'est
c'est un truc que j'aurais aimé voir encore plus. Est-ce que Samuel L. Jackson et Bruce Willis ont joué d'autres films ensemble ou pas? Bah, Pulp Fiction, mais ils sont pas dans les mêmes scènes. Ouais. Et d'ailleurs, c'était avant. Ah, c'était avant. Ouais, je pense que c'est à la suite de ça qu'ils ont. C'est avant. Mais à la suite de Pulp Fiction, ils se sont dit, on va associer les deux. Oui, je crois pas. Bon, on me dit peut-être des bêtises, mais j'ai pas un souvenir de les avoir revus ensemble. Voilà, les amis, c'était nos scènes de Die Hard 3. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain film. Ouais. Salut Hugo. À la prochaine. Salut les gars. Salut Dom. Le coup des galons, là, c'était quoi en fait? J'ai dit que de la merde. Non, mais c'est pas surtout que les trucs avec les femmes là. Je comprends rien, moi, cette histoire de galon, j'ai fait semblant là, j'ai pas compris. C'est pas simple. Vous voulez des soupes?